Mehdi, bienvenue. Merci, Ça fait plaisir de te voir pas en rage garde transpirant pour une fois. ça change. Ah, ça fait plaisir aussi. Tu connaissais un peu le podcast, on en a discuté un petit peu. Tu as regardé déjà des trois vidéos J'avais rapidement? regardé une petite vidéo, ouais. J'avais vu des petits shorts sur le joueur de poker. Ouais, ok, cool. Et j'avais vu aussi avec Ekvara, Ouais, qui était intéressant, parce que je connaissais pas physiquement, enfin je savais pas qui c'était. Je ok. l'aurais pas reconnu dans la rue. Mais de nom, je le connais, étant donné que j'ai grandi à Colombes et qu'il était entraîneur à Asnières ou Gennevilliers. Ouais, Et du coup, j'avais plein de copains qui s'entraînaient chez lui et qui me disaient, viens, on va chez Ekvara, tout ça. Puis le taekwondo, ça me tentait pas. ok, ouais, c'est marrant. Le monde est petit alors. Et donc le taekwondo, ça te tentait pas? T'as fait. Donc là, on va parler. Je vais spoiler un peu, mais on va parler surtout de grappling, de lutte à livrer. Est-ce que tu as fait d'autres sports de combat avant? Ouais, j'ai débuté réellement les sports de combat, genre débuté adhésion, tu payes l'inscription, Ouais, par la lutte contact ouais, en 2007. Ensuite, 2009, je rencontre mon entraîneur. Enfin, je l'avais rencontré un petit peu avant, mais 2009, je commence à m'entraîner avec Flavio Santiago. d'accord. Et puis ensuite, j'ai bifurqué un peu vers le MMA pour rigoler, Ok, mais rien de sérieux, quoi. C'était juste du loisir, quoi. Parce qu'il y avait des gars qui se préparaient. ouais, Et puis bah, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. ok. Lutte contact, il y a aussi du striking? Exactement, la lutte contact, c'est particulier. T'as un kimono sans manches déjà, Ok, comme Ken et Ryu. Et la veste est blanche, le pantalon est marron. Enfin, c'est ok, une tenue vraiment pas belle, on peut le dire, ok. moche. Et ouais, t'as du pied-point. Je me rappelle plus des règles exactes. Mais le sol me dérangeait, parce que même en tant que débutant, tu n'avais pas le droit aux clés du genou, je crois, et à je sais plus quelle clé de cheville. Ok. Et ça, c'était un truc qui m'embêtait, en fait. T'en as pas fait longtemps, du contact. 2 ans. Ok, et ensuite t'as transitionné Ouais. grappling, lutte à livrer. Comment ça en est venu ta rencontre avec Flavio, qui est ton maître, hein, c'est donc un peu ton mentor, c'est ça, hein, Ouais. ce que tu me disais. Comment t'en es venu à le rencontrer, à aller vers lui, etc. Bah écoute, moi j'ai débuté la lutte contact à la base, bon, c'était pour rigoler. Ouais, Le club était à côté de chez moi, je voulais être plus fort qu'un pote, et ok. avec qui on faisait des petits combats pour se marrer. C'était celui qui faisait du taekwondo Chez chez Ekvara, Ekvara. ok. Donc ton Et pote connaît Ekvara, lui. c'est ça. Ok, Et du coup, je fais de la lutte contact, et puis je te dis vraiment pour rigoler, je prends goût en fait, je prends goût au sol. Pas au striking, hein, mais je prends goût au sol, j'aime bien. Et puis à l'époque, t'avais le magazine Fight Sport ouais, ouais, je vois très que bien. t'achetais à la librairie, quoi, tu vois. Et tout le temps, je voyais Flavio dans le magazine. Enfin, sur Internet, c'était pas encore vraiment répandu, il n'y avait pas beaucoup de vidéos et tout. Et je me disais un jour, bah, j'irai m'entraîner avec lui et je lui montrerai à quel point je suis fort. Parce que je croyais vraiment que j'étais fort, tu vois. Mhm. Et puis après, bah, le monde des sports des combats est petit. Donc on s'est rencontrés et puis j'ai accroché tout de suite avec sa pédagogie, avec l'humain aussi. Mhm. Et puis, bah, du coup, c'est parti. J'ai commencé avec lui 2009 et bon, et après il est parti à Monaco, je sais plus, 7 8 ans plus tard, mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est toujours mon entraîneur. En fait, c'est ton seul et unique professeur que tu as eu depuis ton début en grappling. Ouais, exact, Ok, ouais, exact. t'as pas eu d'autres professeurs, quoi. Non, alors au début, si, au début j'ai débuté parce qu'il ouvrait comme un partenariat avec le club de Colombes Ouais. et c'était Nicolas Régnier qui donnait les cours. Ah, ok, d'accord, Et je marrant. me suis un petit peu entraîné avec lui et tout, Ok, donc je pratiquais déjà un petit peu, j'étais ceinture blanche, hein. Et puis ensuite, direct, j'ai rejoint la team de Flavio. ouais. Nicolas, qui est aussi un élève de Flavio. Exactement, Ouais. exactement. Bah, quand je suis parti chez Flavio, il était là encore à cette époque en tant qu'élève. Ouais, donc il y avait une grosse équipe déjà à Il y l'époque. avait une très grosse équipe, ouais. Ouais. Tu avais bah, tous ceux que tu vois aujourd'hui. Il y avait Mathieu Husson, Johnny Frachet. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Les entraînements Ok. étaient incroyables. Qu'est-ce que. Tu disais justement que c'est la pédagogie de Flavio, son style, etc., qui t'a plu. Qu'est-ce qui faisait de différent, justement, que t'as peut-être repris aujourd'hui, toi, dans ton. Alors, ce qui faisait de différent à l'époque, je sais pas, puisque je m'étais pas entraîné avec d'autres personnes que lui, en lutte à livrer. Mhm. Mais j'aimais beaucoup ses entraînements parce que bah, techniquement, je comprenais ce qu'il me montrait. Et je voyais très vite l'efficacité des techniques, Mhm. puisqu'il les reproduisait après sur nous en sparring. Donc tu te rends vite compte que bah, ce qu'il te montre, ça fonctionne. Ouais. Et puis ensuite, t'accroches avec plein d'autres styles, avec plein d'autres choses, pardon, l'ambiance de l'entraînement. Puis après, tu échanges avec lui, tu te prépares pour des compétitions, il te donne des conseils.
t'accroches plus avec l'humain Ouais. qu'avec l'entraîneur. Et c'est ce qui crée une relation, quoi. Et moi, je l'ai jamais rencontré, Flavio, donc je le vois en vidéo, etc. Il venait avec vous en compétition, il était dans ton coin, Pas etc. toujours, Pas hein. toujours, ouais. Je crois qu'il a fallu une petite dizaine de compétitions avant qu'il soit dans mon coin. Ok. Et t'as Avant senti la différence une fois qu'il qu'il était là? m'accompagne. Incroyable. Ok. Ouais, ouais. Au-delà de l'aspect technique et des détails qu'il va te donner, ton entraîneur est dans ton coin, t'as envie de lui faire plaisir. Ouais. T'as même envie de le surprendre. Donc Enfin, moi, en tout cas, j'avais ce truc où je me disais, j'arrive à me donner à 200% quand il me coachait. Donc c'était un réel plaisir, en tout cas. Tous les combats où il m'a coaché, c'était un vrai plaisir. Tu stresses avant les compétitions, toi? Enfin, voilà, en tout cas à l'époque. Oui, normal, bien sûr, tu stresses. Mais j'étais pas anéanti par le stress. Ok. Je pense que j'avais un stress normal, tu vois. En fait, le stress, c'est beaucoup les jours qui précèdent Mhm. la compétition. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à comment tu t'entraînes. Tu te fais finaliser, puis tu te dis, je suis pas au top finalement. Alors que bon, l'entraînement, c'est pas la compétition. Ouais. Et puis, le jour J, ça va. En compétition, je pense que d'ailleurs, ma force, c'était ma gestion émotionnelle. Ok. Tu vois, de justement rester stratégique, de rester calme et de ne pas me laisser envahir par le stress. Tu penses que c'est une qualité que tu avais naturellement ou tu l'as appris à le développer? Alors, Parce que c'est même en une... dehors, tu as une bonne gestion émotionnelle, même en dehors de Ouais, l'aspect sportif, etc. Ouais, ouais, donc c'est quelque chose que tu. ouais déjà dans la vie de tous les jours, je pense que j'ai plutôt une bonne gestion émotionnelle. Et moi, je pense que je l'ai naturellement, en fait. Et je m'en suis rendu compte. Je t'aurais peut-être pas dit la même chose il y a 10 ans. Ok. Mais en voyant des élèves à moi, en fait, combattre et être très stressés au point d'être anéantis, par le stress, hein, vraiment, où Ouais. ils mangent pas 24 heures avant, enfin, ils combattent dans un état pas possible, et pendant le combat, tu vois bien que c'est pas du tout le niveau qu'il a à l'entraînement. Là, tu vois quand même que le stress fait partie intégrante de la personne et que ça va être dur de faire un travail dessus, je pense. Et moi, j'ai jamais eu ce cas de figure. Mhm. Pour ma part, en tout cas, jamais vécu, pardon, Ouais. ce cas de figure. Donc, du coup, je pense que ça fait partie des qualités naturelles que j'ai. Il y en a d'autres, ça sera des capacités physiques. Ouais. Moi, je pense que c'était ça, voilà, la gestion émotionnelle. Ok. Et tu te sentais un peu, quand tu disais quand Flavio était là, les fois où il venait, etc. Tu te sentais comme. Je sais qu'en tout cas, moi, dans mon cas personnel, c'est ce qui. Quand j'ai quelqu'un qui me connaît, qui, me- me coach dans mon coin, etc., je me sens un peu rassuré, tu sais, dans le combat. Bien Parce que sûr. surtout quand il connaît mon jeu. Parce qu'il sait que dans telle situation, il va pouvoir me dire bah, fais cette option-là, et il sait que je la maîtrise. Alors que Exactement. parfois, je demande à d'autres gens qui sont disponibles, il dit est-ce que tu peux me faire la chaise, tu peux me coacher? Il va me dire un truc que je connais pas ou que j'ai pas confiance dans le truc. Je vois ce qu'il me conseille, je dis ouais, mais je sais que je le rentre jamais à l'entraînement, je vais pas le rentrer en compète. Donc est-ce que tu as eu ça aussi un peu avec Flavio, justement, ce rapport où tu sais que c'est lui qui connaît ton jeu le mieux, à mon avis, à l'époque? Bien sûr. Donc Ouais, c'est la cohésion que tu as avec ton entraîneur, en fait. ouais. Tu as la chance de faire des sparring avec lui, tu as la chance qu'il soit là pour te regarder combattre, voir ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mauvais, et du coup tu sais qu'il va pas t'induire en erreur. Et il y a aussi ce coup d'œil qu'il avait, par exemple, et ça, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux, mais je pense que c'est important pour moi d'être un entraîneur avec une expérience du combat. Mhm. C'est-à-dire l'entraîneur qui n'a jamais combattu, je pense qu'il va lui manquer quelques petits trucs. Je parle pas forcément de performer à haut niveau. Je parle juste d'avoir les sensations de la compétition. Ouais. Parce que Flavio, par exemple, il me donnait une consigne, il savait que je pouvais le faire. Et tu sais pas pourquoi, mais ton corps, en tout cas, ça sort pas. Ce qu'il te dit, ça sort pas. Et en un regard, un petit regard, il comprend que tu vas pas le faire et il va passer à autre chose. Mais toujours dans la connaissance de la personne qui coach et il va pas t'induire en erreur et tu vois, il va te trouver un plan B. Là où la personne qui n'a jamais combattu, qui, on va dire, connaît la théorie, va dire non, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses et pas autre chose. Mhm. Mais parfois en combat, il y a des choses qui s'expliquent pas, il y a beaucoup de ressentis et parfois on te dit quelque chose que tu ne ressens pas. Et donc, tu te sens pas de le faire, quoi, tout simplement. Donc, bien sûr, ouais, ça aide énormément d'avoir son coach. Moi, mes premières compétitions, je me suis fait coacher par des copains qui pratiquaient Ouais. pas en plus. Tu te rappelles, c'était quoi ta première compétition? Ouais, bien sûr, c'était Montrouge, J'ai- la Je l'ai fameuse. faite aussi, Montrouge. Je m'entraînais chez Cognam. C'est Cognam Exactement. qui organisait Montrouge. J'ai commencé en 2012 chez Cognam en MMA. Je faisais pas encore de sol. D'accord.
Et j'avais fait les compètes de Montrouge. Tu peux revenir là-dessus rapidement, ta première compète? Bien sûr, ma première compétition, c'est un souvenir incroyable. Je pratiquais, j'avais un petit niveau débutant, quoi. Et j'étais avec des copains. On était un soir en train de jouer à la console et tout, quoi. On était trois. Et sur un coup de tête, ils me disent, mais inscription sur place, allez, demain matin, on y va, tu t'inscris, tu fais la compète et tout. Donc le lendemain, la Le compétition? lendemain, voilà, Ok. on est là le soir. Bon, ça va, il n'y a pas d'alcool et tout, tu vois. Ouais. Et, mais limite, en fait, ils me l'imposent, quoi, tu vois. Et je me dis, bon, allez, bah, pourquoi pas. Et puis, je les laisse et je vais me coucher dans le même appart, quoi. Et le lendemain, allez, go, on y va. Et je me souviens, parce que c'était une expérience incroyable. À l'époque, les compétitions, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Et je me souviens que je m'étais pesé vers 8h30 du matin, entre 8h30 et 9h, Ouais. et que j'avais combattu mon premier combat vers 16h30, 17h. Ouais, maintenant, c'est pas du tout comme ça. Non, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est les logiciels, tu te connectes Exactement. en temps réel, tu sais qui tu combats, quel tapis, etc. Mais c'était une belle époque aussi, T'arrives ouais. 1 ou 2 heures avant aujourd'hui, Ouais. et puis voilà. Mais je pense que c'est formateur. C'est une période voilà, qui t'endurcit en tout cas. Toi, tu sais pas, tu te pèses, limite, tu commences déjà l'échauffement, il est 9h30, 10h. Tu sais pas que tu vas combattre à 17h, quoi. Ouais. Puis t'as peut-être 1h30 d'écart entre le premier et le deuxième combat. Donc c'était des compétitions, je critiquerai pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a débuté dans ce contexte, en tout cas. Mais c'était formateur. Et puis c'est hyper marrant comme souvenir. Et ça s'est passé comment ta première compétition, tu te rappelles? Ouais, ouais, je m'en rappelle. Je crois que j'ai fait 4 combats. Pas mal. 4 combats. Et mon tout premier combat, d'ailleurs, il est sur YouTube. Ok. Je le gagne en 10 secondes sur Juji à la volée. Ah ouais. Ouais. Ok. Et j'étais pas hyper stressé, hein, tu vois. Ouais. Ça sort tout seul. Juji à la volée, j'avais pas beaucoup de pratique. Et j'avais perdu en finale au point. J'avais perdu contre un mec. Je pense qu'il a pas il a pas continué après, Ouais. peut-être. Ok. Je l'ai pas revu, mais j'avais perdu. Donc j'avais gagné 3 combats. Et j'avais perdu mon dernier combat au point. Ok. Ouais, c'est marrant, c'est les souvenirs de la compétition de Montrouge. Je crois pas qu'il y en a encore maintenant, mais Non, je crois j'en vois pas. plus, mais Je ouais. crois pas. C'était, il y a pas mal de gens qui sont passés par la compétition de Montrouge, hein, quand tu Ouais. regardes. Des gens que maintenant, tout le monde connaît un peu dans le milieu, etc. Et ouais, donc tu me disais, ouais, Flavio, donc il venait pas à ses premières compétitions, tu me dis que ça m'a mis quelques temps. Mais au final, aujourd'hui, avec le recul, parce que là, ça fait quand même pas mal d'années, hein, que vous connaissez avec Flavio. Ouais, de 2009. Ouais, donc quand Non, même, ouais. 2024. Donc ça fait 15 ans, ouais, que tu connais Flavio. Et si tu devais, aujourd'hui, avec le recul, euh, penser à un enseignement, ou une vision, un point de vue, autre que tes compétences martiales, que tu as pu acquérir grâce à justement à cette relation que tu as eue avec Flavio. Ouais, bien sûr. Flavio, il nous a appris à ne pas nous mettre de limites, en fait, dans les objectifs ou dans les projets, et que ce soit dans la vie ou dans le sport, tu vois. Mais moi, quand j'ai débuté la compétition, j'ai débuté pour rigoler, quoi. Tu Ouais. vois, c'était pour me faire un petit kiff, vraiment de la déconnade, quoi. Et puis après, je me souviens, il y avait l'Open d'Île-de-France. Et je me disais, ça serait ouf de gagner l'Open d'Île-de-France quand même et tout, tu vois. C'était un peu l'équivalent, je sais pas, du championnat d'Île-de-France, quoi. Tu Ouais. vois. Mais tout le monde pouvait participer, en fait. Donc c'était pas ciblé Île-de-France. Et je me rappelle que je lui avais dit, j'aimerais bien, mon objectif, franchement, si je gagne l'Open d'Île-de-France, dans ma vie, ça serait un truc de ouf. Mhm. Et je me souviens qu'il m'avait dit, c'est ça ta limite? Et ça m'avait choqué, en fait. Je lui ai dit, bah, attends, c'est génial de gagner l'Open d'Île-de-France. Enfin, pour moi, Ouais. c'était fou, quoi. Et il me dit, mais non, si tu continues, c'est pas l'Open d'Île-de-France que tu vas gagner, tu verras, tu vas aller beaucoup plus loin. Et bah, en fait, il m'a appris à croire en moi, parce Ouais. que peut-être que si je m'étais restreint à m'écouter, enfin, à atteindre mes objectifs Et perso, te satisfaire de trucs. peut-être que je me serais dit, bah cool, ouais, je l'ai gagné. Je crois que je l'ai gagné en 2011 la première fois, un truc comme ça. Je sais plus par là. Donc pas longtemps après avoir commencé, au Ouais, final. pas longtemps après avoir commencé. Et tu vois, j'aurais peut-être pu m'en contenter et me dire, bon, bah c'est bon. Ouais. Alors que finalement, pas du tout. Là, c'est quoi la plus grosse compétition que tu as participé au final dans ta carrière de compétiteur? Euh, Pas gagné, hein, je parle de participer. les championnats du monde, Ouais. WWE. Donc je perds en demi-finale. Je gagne mes 2 premiers combats. Tu vois le chemin quand même entre Ouais, l'Open c'est Île-de-France et être en demi-finale Et tu du vois pas le championnat du temps monde. passer en fait. Ouais. Parce que t'es focus et tout.
Et ouais, je perds en demi-finale contre Abdul Kadirov qui avait battu, genre, un mois ou deux avant, je crois, Ben Anderson à la DCC. Ouais. Tu vois, c'était du gros niveau, quoi. Et il m'a défoncé. Tu vois, il m'a défoncé. Il m'a soumis super rapidement. Quand il m'a étranglé, j'ai senti que c'était pas la même force, c'était pas les mêmes intentions. Ouais. Et là, tu vois vraiment le gros niveau, physiquement en tout cas, tu ressens qu'il y a une vraie différence. Enfin, moi, j'ai ressenti qu'il y avait une différence entre C'est la lui et première fois moi. que tu te faisais autant dominer en compétition? Ouais. Ouais, à ce point-là. Ouais, en fait, je sentais une différence physique comme si t'es un enfant et tu combats contre un adulte, quoi. Mhm. Tu vois, enfin, j'avais trouvé ça incroyable. Et ça t'a pas. Est-ce que ça t'a mis des doutes? Ça t'a mis des. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que t'as déjà eu ça dans ta vie de compétiteur au final ou pas? Te dire, Non, j'ai déjà eu des doutes, mais pas par rapport à ça. Le gars, il était plus fort que moi, ouais, mais je savais que j'étais pas le plus fort du monde. Donc dans tous les cas, tu vois, si dans ta tête t'es le plus fort du monde et que tu perds, bon bah là oui, ça va oui, t'anéantir. Mais moi, je savais que j'étais pas le plus fort du monde. Donc il m'a battu et pour moi, il était juste plus fort que moi, c'est tout. ouais. Et vu que j'avais gagné 2 combats juste avant, dont un par soumission, bah non, tu vois, pour moi, j'avais ma place, quoi. Mais j'étais pas le plus fort, c'est tout. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça maintenant, alors qu'au tout début, tu disais que tu as commencé pour être plus fort que ton pote. Et Ouais, tu es allé chez Flavio parce que tu t'es dit, il entraîne des mecs forts. Et moi, je pense que je peux être fort. ouais. Ça, c'est important pour toi, je sais pas, au début, est-ce que ça a évolué, de se dire, il faut que je sois fort. Il faut que je sois plus fort qu'à certains niveaux ou plus fort que certaines personnes. Est-ce que ça t'a drive ou pas? Mais oui, l'ego, Ouais, tu vois, t'es gamin, tu regardes des films de Jean-Claude Van Damme, tu joues à la bagarre avec tes copains, tu vois, t'as envie d'être fort, quoi. On était une génération de petits garçons, en tout cas. Tous mes potes, on avait envie de devenir forts. Et quand je disais, je vais rejoindre Flavio et je vais leur montrer à quel point je suis fort, tu vois, ouais. j'étais dans l'innocence, dans l'ignorance, en fait. Je savais même pas que j'étais pas fort. Je croyais vraiment que j'étais fort, tu vois. Donc Ah, quand t'es arrivé, t'as pris un coup d'humilité direct. ben oui, je me suis fait défoncer direct. Je suis arrivé, je me suis fait défoncer. Et le mec, il pratiquait genre depuis 6 mois, tu vois. Ouais, Et moi, ça faisait 2 ans que je faisais la lutte contact. Donc, il m'a tout de suite ramené à la réalité. à la réalité. Et je me suis rendu compte que non, t'es pas du tout plus fort qu'un autre. Bien au contraire, t'es peut-être même beaucoup moins fort Mais que les autres. tu penses que là, parce que tu me parles c'est un peu générationnel, tu regardais les films de Jean-Claude Van Damme, etc., qui avait cette volonté un peu de voir qui est le plus fort et de se mesurer aux autres. Tu vois, moi, je regardais Club Dorothée, Dragon Ball Z, etc. Tu vois, Bah c'est ça, oui, bah voilà. c'est toujours essayer de se mesurer à des mecs plus forts et tout. Tu penses que là, de la nouvelle génération actuelle, ils ont encore ce côté-là chez les petits garçons où c'est moins. Je dis pas si c'est bien ou moins bien, où c'est moins mis en avant, moins valorisé qu'avant. Je pense que c'est une histoire de génération, c'est-à-dire les petits garçons. Non, peut-être pas, parce que moi, tu vois, j'étais gamin, mais c'était mon frère, moi, mon grand frère, tu vois, je regardais les films de Jean-Claude Van Damme, puis je regardais Dragon Ball, tu vois, Ouais, j'étais vraiment branché bagarre. Je pense que les gamins enfin, si jeunes, de 7 8 ans, ils sont pas là-dedans. Par contre, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ouais, et tu trouves vite des repères identificatoires. d'accord. C'est-à-dire que tu vas t'abonner à 10 combattants qui ont 20 Hmm. ans et qui font qui sont dans des super situations, des super événements de MMA ou autres, et tu te dis, bah, c'est inspirant en fait. Moi aussi, je peux le faire. Ouais, c'est vrai que c'est plus les mêmes médias, mais c'est les mêmes. C'est plus Dragon Ball, quoi. Ils Ouais, regardent des vrais athlètes en fait, qui ouais. ont, C'est qui que nous, ont on n'avait pas 18 ça. 20 ans. Moi, je suivais pas. Enfin, je connaissais Mike Tyson, etc. quand j'étais petit, tu vois. Mais je suivais pas comme maintenant. Je pense qu'il y a des gamins qui suivent Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, C'est ça. Cédric Bah, Doumbé, voilà, etc. je vais te donner un exemple. Moi, bon, j'avais un grand frère, donc si je voulais regarder un combat de Mike Tyson, fallait avoir Canal+. Ouais, Déjà, j'avais pas. Donc, fallait se débrouiller pour être chez quelqu'un qui avait Canal+. Et en plus, c'était à 4 heures du mat. ouais, Tu vois, donc ça veut dire que si tu voulais voir un combat, euh, non, si tu voyais un combat, c'est que tu voulais vraiment le ouais, voir. Aujourd'hui, tu peux ne rien connaître au sport de combat. Bah, tu connais Cyril Gane, tu connais l'UFC, tu connais Doumbé, ouais. voilà. Tu connais tous les combattants, tu sais ce qui se passe dans le milieu, même si t'es pas du tout dedans. Donc je pense qu'on est carrément sur un... Ouais, donc tu penses que ils ont encore cette volonté-là. Enfin,
nous, c'était générationnel, mais la nouvelle génération a des nouveaux moyens, des nouveaux modèles. Il Bien y a toujours sûr, cette volonté un peu de se mesurer aux autres et bien sûr. Regarde, d'être plus aujourd'hui, fort. tu vois un athlète, tu regardes l'UFC, tu vois un mec inspirant, tu tapes club de MMA à proximité, il y a un club de MMA pas loin de chez toi. Ouais. Tu vas aller t'entraîner. Et Enfin, tu c'est penses dans qu'il y les a... grandes villes en tout Ouais. cas. Là, il Tu y a de vas plus aller en plus de t'entraîner. jeunes, en plus, qui s'y mettent, j'ai l'impression. Plus en plus de jeunes, bien sûr. Et du coup, je pense qu'ils ont des repères identificatoires. Tu vois, ils voient Ouais. des jeunes qui réussissent et ils se disent, bah pourquoi pas moi? Ouais. Alors que nous, à notre génération, en tout cas, si tu voulais percer dans le MMA, je pense qu'il fallait pas être beaucoup plus courageux, mais beaucoup plus ambitieux, en Mhm. se disant, déjà, pour m'entraîner, je vais devoir faire de la route, tu vois, pour combattre, tu pourras pas combattre en France, Ouais. tu vois, c'était quand même un autre contexte. C'était beaucoup plus compliqué de faire carrière en MMA à C'était plus l'époque, underground, ouais. ou en grappling même, hein, qu'aujourd'hui, quoi. Et tu penses que c'est formateur pour les petits garçons et peut-être même pour les petites filles de vouloir être le plus fort ou pas, justement, cette quête-là derrière au moins le début de ça, tu vois. Ouais, je pense que ça te... C'est positif dans le sens où tu commences à te défier en fait Ouais, toi-même. Tu vois, tu commences à te donner des objectifs, mais que ça soit dans la bagarre, tu ouais, vois, ou dans autre chose, finalement, vouloir être le meilleur, bah, je pense pas que ça soit quelque chose c'est de négatif. mauvais. Ouais, Donc, bien sûr, je pense que c'est formateur. Ouais. ok. Et tu arrives à lancer. Enfin, comment dire ça? Sans le verbaliser, tu arrives à le mettre l'implémenter, on va dire, dans tes enseignements, dans ton club, etc. Cette volonté-là, un peu de pousser les gens à se pousser, justement. Alors, j'essaye, comme mon entraîneur l'a fait, de faire comprendre aux gens que les limites, on se les fixe souvent soi-même. Mhm. Mais peut-être que les gens ont un potentiel caché enfin, ils s'en doutent pas forcément, tu vois. Et du coup, enfin, moi, j'ai des élèves qui sont déjà inscrits, comme moi, en fait, pour le loisir, Ouais, et qui se rendent compte que finalement, bah, ils évoluent hyper vite, ils ont des capacités physiques, des capacités mentales, tu vois. Et ils sont eux-mêmes en train de se rendre compte que, euh, bah ouais, c'est fait pour eux, en fait. C'est mhm. fait pour eux. Mais c'est vrai que quand tu pratiques pas, inconsciemment, tu te mets quand même des limites. Tu te dis, bah non, je pourrais pas faire comme eux, parce que tu as déjà des repères. C'est des gens qui t'inspirent, donc tu te dis, faire comme eux, ça va être un peu compliqué. Bah, faut juste se lancer, en fait, je pense. Donc ouais, c'est quelque chose que j'essaie de faire, bien sûr. Toi-même, sur ton expérience, c'est aussi par Flavio où tu es passé un peu de la pratique loisir à la pratique vraiment compétition au point d'aller gagner le championnat d'Europe, gagner le championnat de France, faire demi-finale au championnat du monde. Comme tu dis, c'est un peu Flavio qui t'a poussé là-dessus, mais est-ce que tu as senti un... Est-ce qu'il y a eu un déclic ou ça s'est fait progressivement, on va dire? T'en as envie, moi j'avais envie d'être plus fort, quoi, Ouais, tu vois, j'avais envie de gagner des ouais, trucs, c'est satisfaisant, tu ouais, vois, tu t'entraînes, déjà tu t'entraînes, tu prends du plaisir. ouais. Donc tu kiffes l'entraînement. Moi je kiffe l'entraînement. Quand je vais à l'entraînement, je passe un super bon moment. T'arrives en compétition, tu gagnes. Ça, c'est hyper satisfaisant, tu vois. Et bah, par chance, j'ai plus gagné que perdu. Je te dis ça, si j'avais fait 5 premières compétitions et j'avais perdu, peut-être que je me serais dit, c'est pas pour moi. Mhm, Donc j'ai eu de la chance. Et on pourra dire, c'est pas de la chance. Mais si, c'est de la chance parce que t'as des tirages aussi mhm. le jour J, tu vois. Donc peut-être que je me suis payé des tirages où j'ai eu de la chance. Et c'est ce qui a été encourageant pour moi. Donc, donc ouais, carrément, ouais. Voilà. En tout cas, c'est un truc. Et là, aujourd'hui, tu coaches donc, au KFBC à Clichy. Exactement. Et tu es également coach de combattants d'MMA, Ouais. Delphine, par exemple, Ouais. ou Delphine Cédric. Benoît, ouais. Cédric Doumbé, ouais, qui vient. Donc, des combattants dans des grosses organisations, hein, C'est ça. Bellator, PFL, KSW, etc. Comme tu disais, là, tu vois, tu as parlé, on a parlé de beaucoup de choses différentes dans ton coaching. Par exemple, tu as des élèves qui stressent beaucoup. Mhm. Par exemple, il y en a qui ne se rendent pas compte de leur potentiel, etc. Comment tu vois... Est-ce que c'est différent pour toi de coacher des gens comme voilà, qui combattent en main event du Bellator avec des millions de téléspectateurs et coacher des débutants qui commencent et qui sont stressés? C'est quoi le... C'est pas la même approche, je suppose. C'est quoi le plus dur pour toi? C'est un sujet intéressant. Et c'est marrant que tu me poses cette question. Parce que moi, tu peux me voir un week-end dans une compétition niveau débutant, c'est-à-dire réservé aux débutants. Ouais.
Et le week-end d'après, tu peux me voir à l'Accor Arena coacher le main event de je sais pas quelle organisation, tu vois. Ouais, Et j'y accorde autant d'importance, en fait. Je suis peut-être même plus stressé, parce que bien sûr, tu stresses aussi en tant que coach. C'est une responsabilité bien que sûr. tu as, que tu portes. Alors, tout à l'heure, tu disais, tu entraînes des gens en MMA. Attention, je précise, je les entraîne en En grappling grappling, bien sûr, en pour le grappling. MMA. Mais t'es dans leur coin Bien le sûr. jour J. Voilà, exactement. Et tu vois, je remarque parfois, enfin, il faut vraiment faire la différence entre les grosses organisations et les petites compétitions de grappling débutants, même débutants, je Ouais. souligne, parce que j'accompagne Cédric Doumbé combattre au main event du PFL, ok. Il sait où il met les pieds. Il sait Mhm. où il met les pieds. Il a énormément d'expérience. Mhm. Euh, il perd, imaginons, il va s'en remettre, tu vois. Donc finalement, déjà, t'as pas cette pression. Il sait où il met les pieds, d'accord. Donc t'as une autre pression. Est-ce que je l'ai bien formé? Est-ce que je l'ai bien préparé? Les retombées médiatiques. Bien sûr. S'il fait de la merde au sol, bah tout de suite, c'est Mehdi. Tu vois, il a mal formé. Le débutant qui fait une compétition de grappling, il n'a pas d'expérience. Il sait pas où il met les pieds. Il met les pieds là où tu lui as dit d'aller. Là où tu lui as donné ton accord. Tu lui as fait confiance. Du coup, s'il perd salement, tu vois, il se fait défoncer le débutant, Ouais. il peut se dire, mais mon coach est irresponsable. Il me fait combattre, je suis pas du tout prêt, je me fais défoncer. Alors que comme je te disais tout à l'heure, ça peut être juste une question de tirage. Peut-être qu'il s'est payé l'adversaire le plus fort de la catégorie au premier tour, tu vois. Mais en tout cas, le débutant, il ne sait pas où il met les pieds. Mhm. Donc du coup, ça peut être beaucoup plus traumatisant pour lui de perdre un combat que l'athlète qui perd un combat sur un très très gros événement devant 20 000 personnes. Donc je crois que je transpire plus quand je coach des débutants en tout cas. C'est vrai, dans des petites compétitions Bien sûr, débutants, locales. bien sûr, parce que tu es un passionné, tu crées une relation aussi avec tes élèves et tu as envie qu'ils gagnent, tu vois. Et tu te dis, s'il perd, comment il va le vivre? Tu vois, peut-être même, il va te dire, c'est de ta faute s'il a perdu. Peut-être qu'il va se dire, j'avais même pas ma place ici, c'est toi qui m'as envoyé là. Tu vois. Donc, ouais, il y a énormément de pression. Le pro, il sait où il met les pieds, pas le débutant. Ok. Ça prend un peu à contre-pied ce que je pensais. On pourrait se dire, Bah ouais, avec gros des main event, millions. l'Accor Arena, t'arrives, il y a 15-20 000 personnes, pression de ouf. Alors, oui, pression, mais pas la même. Pas Ouais. la même. Tu sais, voilà, l'athlète sait où il met les pieds. Tu, tu, justement, comme tu disais, s'il y a un débutant qui perd et qui se fait défoncer, ça arrive, hein, Ouais, ça tout le arrive, monde. bien sûr. Comment tu gères l'après? Ça t'est déjà arrivé qu'un athlète y soit allé et au final, ça s'est mal passé pour des questions, comme tu disais, de tirage, etc. Comment tu gères justement l'après pour qu'il revienne à l'entraînement, qu'il ait envie Alors, je gère pas l'après, je gère l'avant. Ouais, C'est-à-dire, plutôt que d'attendre ce moment-là pour lui parler, je lui parle avant. Tu vois, l'athlète qui va faire sa première compétition, on va longuement parler avant. Je vais lui dire ce que je te dis là. Peut-être que tu peux affronter quelqu'un au premier tour que tu vas battre, et peut-être que tu vas affronter au premier tour celui qui va gagner le tournoi. Donc, ce sera pas le même niveau entre les deux, tu vois. Mais ça veut pas dire que t'as pas ta place. Et puis, la place aussi, ça se construit. mhm, Si aujourd'hui, tu n'arrives pas, on va prendre en compte les combats que tu as faits, ce qui va nous permettre de travailler tes défauts et de te faire évoluer. C'est aussi le principe de la compétition en débutant. C'est de s'analyser pour pouvoir évoluer et monter progressivement. Donc, je pense que après, en tout cas quand ça arrive, j'ai pas besoin d'avoir les mots. Parce que tout est travaillé en amont, ouais. en amont exactement. J'ai beaucoup d'échanges en disant voilà, il se peut, je le dis aux débutants, il se peut que tu arrives et que tu te fasses étrangler en 20 secondes à ton premier combat. Est-ce que ça voudra dire pour autant que tu n'as pas ta place? Non, pas forcément. À l'entraînement, on peut commencer un combat et se faire finaliser en 20 secondes. Et puis tu reprends le même adversaire le cours d'après et vous faites match nul sur 5 minutes. Tu vois. Donc est-ce que c'est vraiment représentatif? Maintenant, si tu l'affrontes 20 fois, 10, 15, 20 fois, et qu'il te finalise en moins de 20 secondes, là, on peut se dire, ok, il y a un problème, il est plus fort que toi. Mais voilà, donc c'est ce que je dis aux élèves, on s'évalue sur une saison. On ne s'évalue pas sur un combat. Mhm. S'il vous plaît, on ne juge pas son niveau sur une compétition. On fait toute une saison dans sa division, en tout cas en débutant, voilà. Et puis on voit ce que ça a donné tout au long de la saison. Et là, après, ils se font une idée eux-mêmes, est-ce qu'ils continuent ou non? Et la plupart
Bien sûr, s'ils perdent le premier combat, ils vont regagner derrière et puis Oui. ils vont se montrer à eux-mêmes qu'en fait, bien sûr, ils ont leur place. Ouais, et là, en tant que coach, t'es content quand tu vois qu'ils arrivent à justement revenir d'une défaite, etc., et à se remettre Ouais, dedans. t'es pas content, t'es heureux. Quand il y a un élève qui gagne, c'est une énorme satisfaction parce que tu vis le combat. Alors ça, c'est à tous les niveaux, hein, que ce soit débutant ou professionnel. Quand un élève combat, tu vis le combat avec lui. C'est-à-dire, moi, un élève qui perd, je perds avec lui, hein. Ok. Je suis dégoûté après. Je suis dégoûté. Tu savais dès le début que tu voulais devenir coach après ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Mais je savais même pas que je voulais devenir combattant. En fait, je dirais que peut-être que c'est le cursus normal. En fait, je crois que j'avais vu une étude qui disait que 80 ou 90% des gens resteront blanches à vie. En fait, parce qu'il y en a Ils beaucoup qui abandonnent. ne continueront pas. Ouais. C'est surtout ça, en fait, c'est qu'ils vont pas continuer, parce que tous ceux qui vont continuer. Et, euh, et donc, non, tu sais pas, c'est le cursus normal, parce que tu évolues, tu passes tes ceintures, on t'a livré, et tu te demandes pas, en fait, quand est-ce que ça va s'arrêter. Il y a une compétition, tu la vises, puis après, tu vises l'autre compétition, ainsi de suite. Puis ensuite, bah pour ma part, tu vois, j'ai fait des rencontres, t'expliques des techniques, t'expliques des choses à des gens, ils disent, t'as une facilité à expliquer les choses, tu vois, t'as une certaine pédagogie, faudrait peut-être penser à enseigner. Et puis après, on t'appelle, on te dit, voilà, est-ce que tu peux dépanner pour un cours? Enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est le cursus un peu normal pour tous ceux qui n'arrêtent pas. Mhm. À un moment ou à un autre, s'ils s'expriment correctement et qu'ils ont une bonne pédagogie, enfin, qu'ils arrivent à expliquer, à retransmettre ce qu'ils font, bah, à un moment ou à un autre, ça se fera naturellement, ils deviendront entraîneurs. Ok. Alors pour le coup, donc j'imagine que la plupart, enfin, de ceux qui étaient de ton époque qui ont continué sont un peu coachs. La plupart, comme tu disais, Mathieu Husson, les noms que tu citais, Nicolas Renier, Tous, etc. Tu vois, ils sont tous donc tous, ouais. maintenant ça fait sens ce que tu dis. Mais ce que je voulais savoir, c'est moi, tu vois, j'aimerais bien un jour. Là, je donne des cours de temps en temps Ouais. en Nogi. J'aimerais bien un jour avoir ma salle, éventuellement, je sais pas quand. Déjà, il faudrait que j'ai ma ceinture noire. Et comment tu gères, parce que là, au KFBC, il y a quand même un bon niveau sur le tatami, ça s'entraîne dur. Comment tu gères, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un dilemme entre faire une salle de compétiteurs où il y a du bon niveau, donc ça fait un appel d'offres, parce que les gens disent, je vais aller là-bas, ça tourne bien, et que tous les mois de septembre, il y a des nouveaux qui arrivent. Et comme tu disais, il y en a beaucoup, il y a 90% qui restent ceinture blanche parce qu'ils abandonnent. Comment tu te dis, je vais faire une salle et un enseignement, une pédagogie qui va à la fois garder les compétiteurs parce qu'ils veulent tourner dur, ils veulent voir des techniques avancées, etc. Et à la fois plaire à des nouveaux qui arrivent et qui se disent, en fait, ça fait un mois que je viens, je me fais laver pendant un mois. Les mecs, ils s'entraînent dur, voilà, ils sont en mode compétition, donc j'ai l'impression de les gêner. Tu vois, c'est un peu, tu vois, il y a des salles un peu de boxe, en tout cas, quand je regarde les salles de boxe, tu as des salles de boxe qui sont très axées compétition, où ça tourne dur. Et t'as des salles qui sont plus, bon, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est col blanc, où les gens viennent pour transpirer, pour se dire je fais de la boxe, j'apprends les bases de la boxe, mais en sparring, il va pas avoir des nez qui saignent, quoi. Alors que tu Ouais. vas dans certaines salles, comme par exemple, je sais pas, à Levallois avec Youssef, tu sais que ça tourne dur, tu sais que tu vas bien progresser, tu vas faire des compètes, etc. Comment tu gères ça? Parce que j'ai l'impression qu'au KFBC, t'arrives à avoir les deux. Alors déjà, je pense que c'est une question de communication, D'accord. d'accord? Et dans les deux sens du terme, même communication, je pense que je parle aussi des réseaux sociaux et de la communication des échanges, mais je vais commencer par les réseaux sociaux. Déjà, aujourd'hui, quand tu vas dans une salle, encore une fois, tu sais à peu près où tu mets les pieds, Mhm. d'accord? Quand tu viens au KFBC, tu vois à peu près il y a qui dans la salle, ça s'entraîne dur, ça prépare des combats amateurs, professionnels, en grappling, des combattants de MMA. Tu sais déjà un minimum que ça tourne, tu vois. C'est pas comme avant où tu découvrais la salle en y allant et en regardant. Donc Mhm. déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde, c'est la communication que tu as avec les adhérents, avec tes élèves, d'accord? Pour moi, tout le monde a le droit de faire du sport et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, bien évidemment. C'est-à-dire que moi, je te dis, ça s'est fait naturellement, j'ai fait des compétitions et tout, mais il y en a d'autres, non, en fait. Il y en a d'autres, ils veulent, comme tu dis, passer un bon moment, s'entraîner pendant 2 heures. Parce que je le répète, c'est un kiff l'entraînement, tu vois, tu penses à rien. T'en as qui viennent se divertir, transpirer, se divertir. Moi, j'hésite pas à en parler au début de l'année, lors du salut,
à dire, voilà, il y en a qui sont là pour se divertir, d'accord? Pour passer un bon moment. Et en plus, je fais une parenthèse, mais le sol, c'est pas comme la boxe. C'est-à-dire, la boxe, tu vois, t'as des gens qui arrivent et qui sont bons naturellement. La mécanique du corps humain permet à tout le monde de mettre les bras en avant, tu vois. Techniquement, ça sera moche, mais en tout cas, tout le monde sera capable d'envoyer des coups, tu Mhm. vois. Le grappling, si je te dis de mettre je sais pas, une clé d'épaule, si tu l'as pas apprise, tu sais pas le faire, tu vois. Mhm. Et, euh, et donc voilà, leur expliquer que déjà, il va falloir passer par cette phase d'apprentissage qui est très compliquée, parce que tu découvres un peu ton corps quand tu commences le grappling, en fait. Tu sais pas, tu vas te retrouver dans des positions que t'avais jamais envisagées de ta vie. C'est un peu bizarre, tu vois, tu te fais soumettre, faut abandonner, tu vois, même mentalement, tu vois, faut mettre son ego de côté. Et dire aux gens, bah voilà, c'est normal en fait, ça fait partie du truc. Donc ceux qui sont là pour le loisir, pour se divertir, n'hésitez pas à faire un combat sur deux, les gars, tu vois, ou les filles. Si vous bossez demain et que vous voulez pas avoir de bleu ou quoi, c'est pas grave. Vous avez le droit, d'accord? Par contre, les compétiteurs, non. Les compétiteurs, on n'est pas dans cette approche. Et tu arrives à faire euh, pas deux groupes, mais de faire un groupe dans la même salle et avec deux types de personnes qui n'ont pas le même objectif. Et ben finalement, je trouve que ça s'accorde bien. Parce que par exemple, tu as des compétiteurs pros ou amateurs qui préparent un gros truc, d'accord? Tu as les gens qui viennent en loisir, et ben les gens en loisir, ils vont se mettre autour du combat, ils vont encourager, ils vont faire le temps, ils vont coacher, tu vois, ils vont apporter plein de choses. Et puis, ils vont également te mettre dans une situation de stress. Mhm. C'est-à-dire, tu entends plein de voix. Il y en a qui coachent ton adversaire, il y en a qui te coachent toi. Faut faire la différence entre tout ça. Donc, en plus, ça t'habitue, tu vois, un peu à ce qui va se passer le jour J. Et du coup, finalement, eh ben, tu vois, il y a les personnes qui étaient là pour se divertir, qui se reposent sur le sparring où ils voient les pros combattre, et ils vont les coacher. Et ben, on se rend compte que c'est le même groupe, en fait, tu vois. Et je pense que c'est un truc que j'ai réussi à faire, de se dire, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais on peut les atteindre ensemble, justement. C'est ce qui fait une équipe, c'est la complémentarité. T'imagines, je sais pas, je connais rien au foot, mais tu vois, il y a des attaquants et t'as des joueurs en défense, Ouais. tu vois. C'est cette complémentarité qui forme l'équipe, tu vois. Et ben en grappling, c'est pareil. Tu vois, t'en as qui sont là, un sparring sur deux, le lendemain ils bossent, ils veulent pas trop se mettre dans le rouge. Et ben voilà, ils vont faire le temps, ils vont encourager, tu vois, il y a une présence, une dynamique, ils apportent une dynamique positive à l'entraînement. Donc pour toi, s'ils ont la bonne mentalité, il y a la place pour tout le monde au KFBC, c'est-à-dire compétiteur, Dans non tous les compétiteur. clubs, pas Dans tous qu'au les clubs, ouais, KFBC, dans bien tous les sûr, clubs. ouais. Après, voilà, moi, je discute avec mes élèves. Ouais. Faut pas hésiter à me dire, Mehdi, moi, j'ai des ambitions, ou Mehdi, je suis juste là pour kiffer, Ouais. tu vois, et je respecterai ton choix. C'est normal, en fait. Là, on est combien à peu près sur le tatami au KFBC hein, par entraînement? Alors, la salle est très grande. Je Ouais. saurais pas te dire la superficie, Ouais. mais au début d'année, on atteint les 100 personnes par cours. Comment tu fais pour gérer justement parce que surtout au début d'année, les gens connaissent pas forcément les bons usages, les bonnes pratiques, les comportements parce c'est un sport qui est quand même de contact, un sport à risque. Il y a des autres groupes autour de nous, on peut tomber sur les autres. C'est un sport qui, pour connaître un petit peu, parce que je pratique, notamment chez toi, pour ceux qui regardent, il y a également, c'est un sport qui demande aussi beaucoup d'attention. Il faut être attentif à la fois pendant le combat, à la fois aux instructions, etc. Comment tu fais pour pas que ce soit le chaos, justement? Alors déjà, au salut, j'hésite pas, quand c'est le début d'année, à rappeler les règles. On sort pas n'importe quand. Enfin voilà, c'est des petites règles de base. Les tenues, l'hygiène, que c'est le moins gradé qui doit se déplacer en cas de collision. Voilà, j'explique de collision. Enfin, t'as compris. J'explique tous ces petits trucs-là. Et le problème, c'est que quand t'as même 60 personnes dans la salle qui parlent en même temps, même s'ils parlent doucement, ça fout le bordel en fait. Et donc, bah, j'hésite pas à les faire sprawler en fait. C'est des exercices qui sont fatigants. Quand tu finis un combat intense, t'as envie de souffler pendant 1 minute 30, t'as envie d'aller boire un petit coup, t'as envie d'échanger deux, trois mots de débrief, tu vois. Et c'est normal. Et donc, si tout le monde parle et que moi je te fais sprawler à ce moment-là, tu kiffes pas ta pause, et boum, on repart pour les combats, c'est fatigant, et puis tant que ça reparle, en fait, je vais refaire la même chose, et au bout d'un moment, tu vas te dire, c'est bon, j'arrête de parler, et c'est ça qui contribue, on va dire, au bien-être
de la salle. Ouais, en fait, ça impose la discipline Ça impose la par discipline. l'apprentissage des erreurs, on va dire. Exactement, ça impose la discipline. Et puis voilà, ça rappelle le cadre, en fait. Comme, enfin, quel que soit le lieu où tu vas, je sais pas, tu rentres dans un magasin avec ton casque de scooter, tu vois, le vigile va tout de suite te dire, tu retires ton casque. C'est le cadre. Mhm. Et ben là, c'est la même chose. Tu es dans un dojo, tu es dans une salle, il y a un cadre à respecter. Justement, cette discipline, je suppose, bon, de toute façon, je te connais quand même un petit peu, tu te l'es toujours appliqué même avant les sports de combat ou c'est ces sports de combat qui t'ont quand même apporté ça dans ta vie? Non, c'est les sports de combat qui m'ont apporté, bien sûr. Bien sûr. Au départ, tu t'entraînes, vous êtes 6 8 hein. Euh, le grappling, avant, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les salles ont explosé et continuent d'ouvrir, j'ai l'impression, c'est mon avis, hein, depuis la légalisation du MMA en France. Donc tu penses qu'on profite de l'expansion du MMA et on Bien passe sûr, juste derrière? bien sûr. Et ensuite, en ce qui concerne le grappling, parce que le grappling, c'est une discipline qui fait partie du MMA, c'est Mhm. pas le MMA, tu vois. Je pense que ça va dépendre des combattants qui sont dans la tendance actuelle, tu vois. En ce moment, tu regardes Makachev, par exemple, c'est un lutteur, il est très bon au sol. Du coup, tu as plein de jeunes qui vont le prendre comme repère identificatoire et qui vont se dire, moi, j'ai envie de faire du sol, finalement. Tu vois, j'ai envie de faire de la lutte et j'ai envie de faire comme lui. J'ai envie de faire du sol et de la lutte. Et donc, cette médiatisation du MMA et cette légalisation en France, je pense que ça a vraiment permis aux gens de pratiquer quel que soit leur niveau, et c'est ce qui a fait exploser les salles. Et donc, tu te dois, en tant qu'entraîneur, d'apporter une discipline, hein. Plus t'as de personnes, c'est pas comme quand vous êtes 8. Tu vois, même si les 8 parlent en même temps, dans une salle aussi grande que le KFBC, ça fout pas le bordel. Ouais. Et quand il y a 80 personnes qui débriefent leur petit combat juste après, et ben voilà, faut mettre un petit coup de discipline. Faut les faire transpirer un peu, quoi. Bon, c'est sûr, pour avoir fait des sprawls, je valide la méthode pour empêcher de parler. Et puis, au passage, j'ai aussi l'impression que c'est formateur. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu, ça, avec Flavio. Mhm. Et puis, je peux te dire qu'on en faisait beaucoup plus. On Ok. en faisait, enfin, tu disais, mais il se rend même pas compte que c'est pas possible, quoi, d'en faire autant. Tu vois. Et donc, tu t'entraînes dans une salle, il y a que des compétiteurs. Par terre, c'est une piscine, hein. C'est même plus une flaque, c'est une piscine. Tu fais des sprawls à ne plus les compter. Tu vois, t'as même plus de sensation dans le corps. Dans la salle, il y a de la fumée. Tu vois, il y a de la fumée qui sort de ton corps, tellement t'es chaud. Et quand tu arrives en compétition et que tu combats dans un cadre un peu plus cool, quoi, tu vois, t'es pas dans ce... Quoique j'ai l'impression même que c'est dans ce type de situation-là où t'es le plus fort. Quand t'es Quand t'es un peu à bout? ouais, quand t'es à bout. Mais c'est formateur, en fait, c'est que t'es dans le dur. T'es dans le dur, et quand t'arrives à l'entraînement, tu sais que c'est une bonne préparation mentale pour moi. Ce genre de choses, ça m'a aidé. Parce que moi, par exemple, ma meilleure préparation mentale, c'est d'être au top physiquement. Ok. Donc quand tu tenais des entraînements intenses de manière régulière, tu savais que quand tu allais arriver en compétition, tu allais envoyer pendant 5 minutes, quoi. Tu allais envoyer ce qu'il fallait envoyer, tu vois. Et je trouve que c'était formateur, aussi bien physiquement que mentalement. En fait, tu dis que ton conditionnement physique participe à ta préparation mentale parce qu'en fait, tu es confiant sur tes capacités. Pour ma part, Pour ta part, ouais. Pour ta pour ma part. part, bien sûr. En fait, moi, je me dis que si j'ai les capacités physiques de tenir le combat 5 minutes, 10 minutes, enfin, sur la fédération, de le tenir entièrement, c'est bon, en fait. Si je perds, je m'en voudrais pas. Parce que ça voudra dire que j'ai donné le meilleur de moi-même. Si par contre, au bout de 3 minutes, t'es fatigué et que tu sens que l'adversaire, tu vois, techniquement, il est prenable. Mhm. Tu vois, tu peux même dominer un adversaire. Ouais. Au bout de 3 minutes, t'as plus de caisse et c'est lui qui se met à te dominer, tu vois. Tu vas réaborder comment les autres combats après. Tu vas te dire, je suis capable de dominer un moment, et ensuite j'ai plus de caisse et Ouais. ça redescend, tu vois. Alors que si tu te dis, non, non, j'arrive, je suis au top là, mentalement, je suis énervé, physiquement, j'envoie 5 minutes, je pense qu'à ce moment-là, si tu perds, tu peux pas t'en vouloir. Ok. Ouais. En fait, endurcis en fait ton Ouais, mental en ouais. même temps. Je comprends. Je Ouais. trouve vraiment, en tout cas, moi, ça m'a endurci. Toi, c'est ouais. Ça C'est m'a ton approche. endurci, et quand t'es dans le rouge à l'entraînement et que t'es fatigué, tu vois, mais qu'il reste 2 minutes de combat, tu vois, ce genre de situation à l'entraînement, ça te fait te dépasser, clairement. Parce que tu l'as déjà vécu. Ouais. Et ça.
Ça te permet aussi de mieux gérer ton stress, peut-être de se dire ok, je suis dans le rouge, mais je sais que dans le rouge, je peux quand même performer. Exactement, parce que tu as l'habitude. Ouais. C'est un cas de figure que tu connais. Et même au niveau de la cohésion Ouais. d'équipe, Ouais. tu vois, vous faites tous les sprawls, ça s'encourage. Mhm. Tu vois, celui qui tient plus, celui ou celle qui tient plus, on va lui dire, allez, vas-y, tu vois, tu te boostes maintenant. Ça, tu vois, ils vont s'encourager entre Ouais. eux. Et ben, du coup, c'est la même chose quand tu reproduis ça en compétition. Quand la personne est dans le rouge et que tu as tous ses partenaires d'entraînement qui l'encouragent, ça te ramène à quelque chose que tu as déjà vécu Mhm. et ça peut te donner le coup de boost qu'il faut pour gagner le combat. C'est marrant parce que les sports de combat, à chaque fois, je me dis, c'est à la fois un sport individuel et à la fois un sport d'équipe, justement sur ce côté-là. Ouais, vraiment, moi, j'ai beaucoup pensé à ça. Ouais. Et non, c'est un sport d'équipe. Tu combats tout seul, Ouais. mais tu t'es préparé avec toute une équipe, en fait. Ouais. Et quand Et je te tout dis, le monde moi, en a- tant que coach, par exemple, je vois mes élèves perdre. Si je vois mes élèves perdre, je perds avec eux. Si je les vois gagner, je gagne avec eux. Mais ça me le faisait aussi en tant que partenaire. Ok. Tu Sauf vois, si tu ton vois partenaire ton perdait. partenaire gagner, Ouais. t'es content pour lui, tu vois. Si tu le vois perdre, bah, t'es aussi déçu que lui, quoi. Donc, bien sûr, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Puis tu te prépares pas tout seul. Ouais, non, Tu clairement. t'entraînes pas sur des mannequins. Tu t'entraînes avec des partenaires, tu vois, qui... Parfois, ils sont blessés, mais ils vont quand même combattre avec toi en sparring, tu vois. Ils vont quand même essayer de t'apporter quelque chose. Parfois, ils sont fatigués, mais vu que tu combats, ils vont fournir l'effort nécessaire pour essayer de te faire travailler. C'est clairement un sport d'équipe. On combat tout seul, mais c'est clairement un sport d'équipe. Là où, j'ai envie de te dire, Ouais. j'ai déjà entendu des gens dire les sports d'équipe, justement, à l'inverse, ça peut être différent parce que tu es en concurrence avec les autres. Ah, Tu vois, c'est que dans l'équipe, euh, je crois en avoir déjà parlé d'ailleurs avec Samuel Monin, ok. qui était joueur de Au foot foot, avant, genre de foot, ouais. exactement, Professionnel. qui disait, ben ouais, vous êtes plein dans l'équipe et tout, c'est bien beau, on est une équipe et tout, mais il y en a un qui a plus envie de marquer que les autres, il y en a un qui a plus envie de se démarquer, tu vois, et puis finalement, vous êtes en concurrence. Alors que là, Bien sûr, ouais, avec les remplaçants, les titulaires, etc. exactement. Alors que dans notre sport, tu t'entraînes avec tous tes partenaires et tu combats tout seul. Donc, en tout cas, moi, c'est le format que je préfère. Ok. T'as fait des sports d'équipe? Non. Ok. Tu vois. Ouais, c'est Si, pour ça. pardon, je te racontais une très mauvaise expérience. Une anecdote. Ouais. Quand j'étais gamin, je voulais passer du temps avec mes copains. Tu vois, je voulais passer du temps avec mes copains. Et ils faisaient du foot. Tu vois, ils faisaient du foot. Et moi, je me suis dit un jour, bon, les gars, j'ai envie de faire du foot avec vous. Comme ça, on passe du temps ensemble, quoi. Ouais. Et tu sais, je trouvais super cool le moment où ils rentraient ensemble en bus le Ah ouais. soir. Ouais. Tu vois, ils rigolaient dans le bus et tout. Et moi, c'était ce type de moment-là qui me donnait envie, tu vois. Plus que le fait d'être sur le terrain ensemble, tu veux dire, limite. Mais grave, moi, je m'en foutais du Ouais. foot. Tu vois, je voulais faire un sport parce que j'aimais bien le sport. Ouais. Et passer un bon moment avec mes copains. Ouais. Tu vois, ça te permet aussi de te dépenser et de passer un bon moment. Et ils m'ont dit, ouais, viens, il y a une détection et tout. Tu viens, tu peux t'entraîner aujourd'hui, c'est bon. Tout ça. On m'avait filé une tenue, tout ça. À Colombe? Non, c'était à Clichy. À Clichy. Juste à côté du KFBC. Ok, ouais. C'est marrant. Et j'y vais, je suis super content, je suis gamin, je suis innocent, je me pose pas de questions. Je fais le match. Je me pose même pas de questions si je joue bien ou pas. Je fais mon match et je kiffe mon petit moment. Le terrain était grand et tout, tu vois. C'était un petit kiff, quoi. On sortait de la cité, tu vois, du petit terrain qu'on avait. Et à la fin, je te promets, t'as un gars qui vient, donc l'entraîneur ou je sais pas, qui dit bon, toi, c'est mort, tu peux pas t'inscrire, toi, c'est pas possible. Et bah, moi, j'étais dans ceux qui avaient pas le niveau. Et ça t'a fait quoi? T'as Et- ressenti quoi sur le moment? Et Tu je te veux dire, rappelles pour moi, en fait, c'était pas envisageable. de virer quelqu'un? Je suis un enfant, enfin, Ouais. un ado. Ouais. Je veux pratiquer un sport et tu me dis non parce que je suis pas suffisamment fort. Mais justement, si Si je veux tu- m'entraîner, déjà, c'est pour évoluer, c'est pour apprendre, tu vois. Et ben non, et après, on m'a expliqué que non, il y avait beaucoup de monde qui voulait faire du foot et qu'on allait prendre les meilleurs, du coup. Et c'était le principe des détections. Et C'est-à-dire que tu peux pas jouer pour le loisir, entre guillemets. c'est ça, exactement. Et du coup, ils m'ont renvoyé chez moi et j'avais pas le droit de m'inscrire parce que j'avais pas le niveau. Tu te rends compte la brutalité pour un adolescent? Bah, c'est clair Tu te que dis, je vais m'inscrire dans un sport. je vais apprendre le sport. Ouais. Et en fait, on te dit non, t'es nul, t'as pas le niveau. En fait, t'es censé avoir le niveau avant de pratiquer le sport, limite. Exactement. C'est Donc- bizarre. Enfin, nous, de notre point de vue, c'est totalement bizarre, tu vois. Bah, tu vois, Parce moi, qu'on je te parle de ça, j'avais peut-être 14-15 ans. Ouais. Peut-être que les gars qui étaient là pratiquaient
Depuis qu'ils ont 4-5 Déjà, ans. depuis... Voilà. Ouais, mais genre, t'as pas le droit de commencer le foot à 14-15 ans, ça veut dire en France? Bah, moi, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. C'est vrai. Et c'est un souvenir. Je me rappelle que je suis rentré dans le bus avec mes copains, du coup, ce T'as eu soir-là. le droit. T'as eu le droit au bus. Et c'était pas le bon moment que je visualisais avant. Bah ouais, tu vois, là. parce qu'ils étaient tous en train de se marrer. Parce qu'ils étaient sélectionnés. Ouais, Ouais. sauf moi. Et j'avais pas du tout envie de rigoler, en fait. Et peut-être même que j'en ai pleuré, hein, je m'en rappelle plus. Mais pour moi, ça a été d'une brutalité. Mais c'était incroyable. C'était pour te dire, aujourd'hui, je t'en parle encore comme si c'était hier, quoi. Ouais. C'était Ouais, un non. choc pour moi. Ah ouais, je vois l'expérience. Enfin, ça. Je pense que ceux qui font du foot, ils vont dire, ouais, bah c'est normal, ce que raconte Mehdi, on a tous vécu ça. Moi, j'en ai pas fait en club, donc je vois avec notre approche, nous, de notre sport. Tu vois, c'est comme si on avait des ceintures blanches, on leur disait, bah t'as pas le niveau de venir dans notre Au club. club. T'es ceinture blanche, va dans un club pour les ceintures blanches. C'est Enfin, ça. pour nous, ça n'a pas de sens. Bon, après, t'as des clubs qui font ce type de section, Oui. parcours ceinture blanche et tout, Oui. mais au moins, ils sont acceptés. Bien sûr. C'est que moi, on m'a Enfin, pas accepté. Je veux dire, moi, je suis ceinture blanche. Je pense que je vais dans même les plus gros clubs. Tu vas chez Atos et tout. Je pense qu'ils te prennent quand même en tant que ceinture blanche, tu vois. Je pense, hein. En tout cas, peut-être pas en cours compétiteur, tu vois, dans mais le foot et pas ouais. à Clichy à cette époque où on m'a refusé. Mais je pense que ça n'a pas trop changé. Je pense que ça n'a pas trop changé. Non, mais après, je me suis un peu renseigné, c'était pareil partout. Oui, c'est pareil. C'était pas ce club-là qui était différent. Je pense que c'était la même chose. Ouais. J'ai pas voulu me concentrer sur leur manière de faire. Oui. Je me suis dit, bon, bah voilà, mais en tout cas, je me suis quand même dit, les sports d'équipe, finalement, tu vois, c'est. Ouais, je vois. Mais donc, tu m'as dit lutte contact et grappling, donc en sport de combat. T'as jamais fait de striking au final, à part un peu de MMA. Si, à une époque, j'ai fait un peu de kick. Ouais. En loisir, hein. Ouais. Tu vois, j'étais au club et t'avais des gars qui s'entraînaient, qui préparaient des combats. Avant de faire du grappling, etc. Non, pendant que je faisais du grappling. Mais donc j'allais avec eux, je mettais les gants. Ouais, mais t'avais plus une base de grappleur dès le début, je veux dire. Oh bah carrément, Ouais. ouais. J'étais complètement débutant en kick. T'as eu cette... en tout cas, moi, moi, de mon parcours, j'ai commencé Muay Thai. Parce que mon père en faisait. Donc, depuis tout petit, il m'a mis dedans. Ensuite, je suis allé vers le MMA. Et ensuite, au MMA, je voyais que j'avais, je sais pas, 5-6 ans de Muay Thai. Et des mecs qui avaient 1 an de MMA, bah, debout, ça allait pour moi, mais ils me soumettaient. Bah oui. Donc, je me disais, en fait, en combat, si on faisait un combat dans une cage, je perds contre un mec qui a 1 an de pratique. C'est ça. Alors que j'ai 5-6 ans, tu vois. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, je vais faire une petite pause pour me concentrer sur le sol et je vais revenir en MMA. Bon, cette pause, ça fait 8 ans, je suis toujours pas revenu. Parce qu'au final, tu te rends compte qu'en fait, tu dis, en fait, il y a encore d'autres choses à apprendre, et au final, tu restes bloqué. C'est ce qui te fait kiffer. Mais j'avais eu un peu cette recherche d'efficacité. Tu vois, quand je faisais du Muay Thai, parce que c'était très populaire, tu vois, dans les années 80-90. Ouais. Le Muay Thai, c'était un peu le sport le plus efficace, etc. Et ensuite, quand il y a eu l'UFC, le Pride, etc., on a vu l'importance du sol en MMA. Et moi, j'ai un peu eu cette démarche de... quand j'étais petit et que mon père m'enseignait, le Muay Thai, c'était plus efficace parce que c'était la boxe, comme on dit, aux 8 membres, avec les coudes, les genoux. Ensuite, j'ai dit à mon père, mais en fait, je vais faire du MMA parce que c'est plus efficace. Tu vois, j'ai eu cette recherche d'efficacité, mais pas forcément pour dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément pour efficacité dans la rue, même si ça m'a toujours trotté en tête. C'est-à-dire, si un jour ça m'arrive, je sais que je serai efficace. Est-ce que tu as eu cette recherche d'efficacité? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à d'autres sports qui sont pas forcément des sports de combat? Tu vois, ça peut être du Krav Maga, du Pencak Silat, ou tu as eu cette... je voulais te demander également, parce que tu as quand même pris une dimension ces dernières années, justement sur la scène internationale, enfin au moins nationale, des sports de combat, etc. Tu es quand même devenu une grosse référence dans le domaine du combat au sol, et du grappling. Et comment tu l'as vécu déjà, toi? Parce que ça fait quand même 15 ans que tu es dedans et tu as un peu cette reconnaissance. Comment tu l'as vécu déjà personnellement, qu'on te consulte, on te demande ton avis souvent sur... En fait, il y a toujours... toujours, non. Attends, pause. Je vais couper sur ça. Tu peux tourner un tout petit peu ton micro? Ok. Tu peux reposer ta question, la dernière phrase. Comme ça, c'est bon. Juste la dernière phrase. Ouais, la dernière phrase. Comment tu as vécu ce changement un peu de statut? Alors déjà, il y a toujours des athlètes qui sont venus s'entraîner au club et qui m'ont sollicité pour des prépas sur des combats. Tu peux dire des noms? Bah, y a eu plein d'athlètes qui nous ont rendu visite. Oumar Sy, qui a combattu récemment à l'UFC, Ouais. qui est venu pas mal de fois au KFBC. J'ai eu Mansour Barnaoui, tu vois, enfin,
Florent Bétorangal, Wilfried Edmund, enfin, je sais pas, je pourrais t'en citer plein, tu vois, si je te faisais la liste. Mais ce qui change, c'est quand le combattant est médiatisé et quand le combat a un enjeu, surtout médiatique, tu vois. C'est que là, en fait, d'un coup, ben, tu as un rôle maintenant, tu vois. C'est plus, quoi qu'il se passe, on va dire, et merci à Mehdi d'être intervenu dans ma préparation ou de m'avoir accueilli quelques fois, Ouais. tu vois. Là, les retombées médiatiques, c'est si l'athlète que tu coaches a fait de la merde sur un combat avec des gros enjeux, est-ce que c'est pas un peu toi le responsable, tu vois? Donc voilà, c'est bizarre de faire face aux commentaires des gens, de voir que des discussions où les gens parlent de toi, où ils t'apprennent des trucs sur toi même, tu vois, où t'en as qui te défendent et d'autres qui t'insultent. Tu dis, ouais, mais je me retrouve dans quoi là? Au début, tu vois, tu trouves ça complètement fou. T'as même envie de leur dire, eh mais les gars, calmez-vous, c'est que du sport, ne me défendez pas, et d'ailleurs les autres ne m'insultez pas non plus. Et même si je me trompe, je dis que mon combattant va gagner et qu'il perd, est-ce que ça mérite de me faire insulter, tu vois? À partir du moment où j'ai pas été méprisant avec l'autre en plus. Mais donc voilà, il y a tout cet aspect médiatique qui est bizarre à gérer quand tu le découvres. Pour ma part, c'est arrivé en plus assez vite, c'est-à-dire. Et voilà, bah après, ce qu'il faut se dire, c'est que Internet, c'est vraiment un monde à part. C'est-à-dire que moi, il y a des vidéos où je me fais insulter, tu vois. Parce que, par exemple, Cédric qui allait combattre, tu vois, je dis qu'il va gagner. L'histoire de l'épine, par exemple, tu vois. Après, coach de merde et tout, tu peux voir plein d'insultes, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que derrière l'écran, tout ça. La plupart des gens qui viennent te voir dans la rue, euh, c'est même pas pour te féliciter, c'est pour te poser des questions, en fait. On te reconnaît un peu dans la rue, là, depuis... Ouais, ça arrive. Les gens qui sont concernés par les sports de combat, qui suivent, ça arrive pas mal. Et du coup, ils viennent poser des questions ou t'encourager, tu vois, mais personne vient te dire toutes les insultes que tu as pu lire. Tu Ouais, vois. donc il y a personne qui t'a pris à partie dans la rue pour te dire... Non, jamais. Les gens que je rencontre dans la rue sont super sympas. Ils viennent, ils posent des questions et tout, tu vois. Et franchement, si j'ai le temps, c'est un kiff de parler avec eux même, tu vois. Tu leur dis des trucs qui ça les fait kiffer d'entendre des trucs, tu vois, un petit peu ce qui se passe en coulisses, quoi. Donc voilà, les retombées médiatiques, c'est que des fois, tu lis des trucs et tu te dis, oh, c'est quoi ce délire? Je me fais insulter, je me fais fumer. Ou alors, il y a des vidéos où les gens disent, super, tu vois, ils sont hyper satisfaits de la manière dont tu t'exprimes, du message que tu fais passer ou du travail que tu montres. Mais voilà, dans la rue, en tout cas, il n'y a pas de mauvaises rencontres liées à ça. Donc c'est vraiment virtuel. Est-ce que tu vois ça un peu comme le fruit de ces années de travail, etc., justement, qu'on te reconnaisse aujourd'hui, qu'on t'en sollicite, que des gens, comme tu disais, beaucoup de combattants sont venus t'ont sollicité, etc. Est-ce que tu vois ça un peu comme un retour sur toutes ces années de travail que tu as pu faire en amont? Oui et non. Oui, parce que ça fait un moment que je m'entraîne et que je me concentre sur ma manière d'aborder la pédagogie avec mes élèves et que voilà, je fais de mon mieux en tout cas pour les faire avancer. Je propose aussi des vidéos, tu vois, sur Internet et tout, où j'essaye de montrer des vrais trucs, tu vois, je montre pas des trucs, on va dire, visuellement jolis, captivants, mais qui fonctionnent pas. Je suis pas là-dedans, tu vois. Et donc voilà, j'ai oublié la question. Pas de souci. Est-ce que tu voyais ça comme un peu, pas une consécration, mais un peu une récompense? Ouais, non, ce que je voulais dire, pardon. Et du coup, tout d'un coup, t'arrives et puis tu coaches. Pour ma part, c'est Cédric, tu vois, Ouais. qui est vraiment mis en lumière. Donc, je me retrouve on va dire, d'être un entraîneur dans l'ombre où les gens du milieu me connaissent, Oui, parce que tu vois. quand tu disais Mansour Barnaoui, etc., tu vois, c'est des gros noms, mais Ouais, mais c'est des mecs qui sont passés occasionnellement. c'est tu ça. vois, Oui, j'ai mais pas ils la- savent qu'ils sont venus, ils savent que venir Voilà, voir Mehdi, j'ai c'est- pas la prétention de Non, dire bien que sûr, je bien les ai sûr. entraînés. tu Non, vois. bien sûr, Les bien mecs sûr. sont passés dans le cadre de prépa et tout, 2-3 fois, tu vois, je les ai accueillis. Mais je me suis pas chargé de leur préparation. Et d'un coup, boum, je me retrouve à coacher Cédric, tu vois, Qui qui est très médiatisé. c'est quoi? C'est le numéro 2 en termes de followers en combattant MMA français, non? C'est Je pas crois ça? qu'il est égal avec Cyril Gann, un truc Ouais, comme c'est ça. ça, ouais. C'est vraiment. Tu vois. Ouais. Mais du coup, je me retrouve à d'un coup le combattant le plus regardé, quasiment, le plus Ouais. regardé de France. Donc c'est ça qui fait bizarre, en fait. Ça t'a mis la pression quand il est venu te voir, etc. Tu t'es dit, ah Je ouais. le connaissais pas.
Ok. Donc pas du tout. Pas du Tu tout. Et savais puis- pas qui était suivi non, et puis j'avais l'habitude d'accueillir des combattants, donc, Ouais. et puis j'ai confiance en ma pédagogie, donc non, ça m'a pas du tout mis la pression pour le coup. D'accord. Non, aucunement. Et j'ai abordé le travail de la manière la plus normale, comme j'ai fait avec tout le monde. Oui. Et voilà, donc tu as cette visibilité d'un coup qui fait que qu'on te reconnaît. Et ce qui est un peu agaçant, des fois, c'est que où les médias t'invitent parce que coach de Cédric Doumbé. Ouais, sans même marquer Non, Mehdi Hotman. Ouais, sans même marquer Mehdi Hotman. Invite-moi, t'invites Mehdi Hotman, t'invites pas le coach de Cédric Doumbé. Et d'ailleurs, je suis pas le coach de Cédric Doumbé, je suis le coach du KFBC, et où Cédric Doumbé fait partie de l'équipe. Tu vois, c'est hyper réducteur pour les autres aussi de dire ça. Et puis c'est hyper réducteur pour mon parcours et pour Oui, moi pour ton aussi. travail que tu vois. fais. Donc voilà, il y a toute cette partie médiatique, j'ai vu, qui voulait un petit peu profiter du nom et tout. Et ça, c'est un peu agaçant. Bon, après, tu vois, c'est pas la mort, mais, Ouais. mais en tout cas, c'est là où tu vois un petit peu des vices que tu connaissais pas. Tu vois, Ouais. Que tu découvres maintenant on avec. te sollicite pour une vidéo, mais on sollicite pas Mehdi Hotman, on sollicite le coach de, tu vois. Ouais. Et ça, c'est agaçant. Donc ça, tu as découvert justement au fur et à mesure de cette médiatisation. Exactement, exactement. Je pense que je vais encore découvrir des choses, tu vois, mais en tout cas, voilà. Mais ce qui fait le plus bizarre, c'est de lire des insultes. Des mecs qui t'insultent et tout, tu vois, tu te dis... En fait, tu te dis, mais j'ai rien fait. Tu vois, c'est quoi le délire, là? J'ai rien fait de mal. Tu sais, moi, je suis au tout début de ma création de contenu et j'ai déjà des insultes. Mais là, je me dis, comment ça marchait, ça veut dire, si j'ai déjà des mecs qui m'insultent. Je crois que c'est que ça commence à marcher. Et voilà, faut le voir comme ça, en tout cas. Moi, on m'a toujours expliqué qu'il n'y avait pas de mauvaise publicité. Ouais. Faut qu'on parle de toi. Qu'on parle en bien ou en mal, faut qu'on parle de toi. Bon, c'est pas mon métier, donc je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, je sais que voilà, quand on parle de toi en mal, on parle de toi quand même. Mais c'est pas le but quand même, quoi. C'est pas... Bah, toi, tu veux faire un bon contenu, tu veux faire des bonnes interventions et être pertinent. Enfin, C'est pas cool, bah oui, carrément, tu vois, t'as envie de... Mais même les gens qui t'insultent, en tout cas, t'as envie de leur dire, mais arrête tes conneries, passe à la salle, viens t'entraîner, tu vois, c'est bonne ambiance. Et puis les gars qui combattent, là, ils sont même pas dans la haine, tu vois, c'est leur métier de faire monter la sauce, c'est leur métier de vendre le truc, tu vois. Vous prenez le truc au premier degré, là, mais... Bon, après, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as appris des choses justement sur la communication, comme tu dis, parce que tu as dit au début que justement la communication sur les réseaux sociaux était importante justement pour ta salle, pour expliquer un peu l'esprit que tu voulais mettre. Est-ce que justement cette expérience de coacher des gens qui sont très médiatisés, t'as en retiré des enseignements pour toi-même sur comment communiquer? Non, pas forcément, si ce n'est parfois tu dois faire un petit peu plus attention aux mots, tu vois, que tu emploies. Mais non, pas forcément, pas forcément. Je pense que je suis quelqu'un d'authentique, tu vois, je suis normal, je suis avec toi comme je suis dans la vie de tous les jours. Et tu découvres les codes, mais tu changes pas pour autant. Ok. Parce que là, assez récemment, donc ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois, tu commences à créer plus de contenu que juste ton compte Instagram. Donc j'ai vu que tu avais lancé sur ta plateforme, sur la plateforme Patreon, tu as lancé des abonnements à les techniques, donc tu te mets dans la création de contenu également. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de qu'est-ce que tu fais, et ensuite les raisons derrière tout ça? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi j'enseigne dans une salle, tu vois, dans une salle où, comme je te dis, le nombre de personnes, dès la première semaine du mois de septembre, c'est full. Oui, on se marche dessus. On se marche dessus. Clairement, il faut attendre que l'hiver arrive pour que les gens se disent, bon, je saute cet entraînement et on est un peu moins, tu vois. Du coup, même en région parisienne, il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'entraîner avec moi et qui n'ont pas l'occasion, tu vois. Mais t'as même des gens qui n'ont pas les moyens, t'as même des gens qui n'ont pas envie de se confronter physiquement, tu vois. T'as plein de personnes différentes qui voudraient bénéficier de ton enseignement, mais qui n'ont pas forcément envie ou qui ne peuvent pas venir au club. Je parle même pas des gens qui habitent pas la région parisienne. Oui. Tu vois, ceux qui accrochent avec ma pédagogie et qui habitent à 500 km, bah, tu vois, ça veut dire que en gros, j'ai rien à leur proposer, tu vois. Et ben voilà, je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos en ligne et je vais créer du contenu et je vais échanger avec les gens. Je vais essayer de voir ce qui leur correspond. Je vais leur proposer des trucs, tu vois. Je leur dis, je suis ouvert à la critique. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Si ça marche, dites-moi que ça a marché. Et on se donne ensemble des axes de travail. Voilà, on évolue ensemble. En gros, bah, c'est mes élèves virtuels, quoi. Tu vois.
Et de cette manière-là, bah, tout le monde peut maintenant s'entraîner avec moi, interagir, me poser des questions. Là, par exemple, on m'a posé une question sur une technique. Je vais le filmer demain, et puis demain soir, voire après-demain, je la mets en ligne. Et voilà, ça permet à la personne qui a posé la question d'avoir une réponse, tu vois, parce que peut-être que son entraîneur n'est pas spécialisé dans ce domaine, tu vois, comme moi, je suis pas spécialisé dans d'autres domaines, tu vois, moi j'ai ma particularité, on va dire, c'est les étranglements, certains étranglements, on va dire. Et voilà, ça permet à tout le monde, en fait, de pouvoir bénéficier de mon enseignement. Tu postes à peu près combien de vidéos à quelle fréquence? Ça dépend des semaines et du boulot que j'ai, mais une minimum, quoi qu'il arrive, par semaine, et si je peux en poster 2, c'est top. Après, tu vois, maintenant, la personne qui arrive maintenant, bah, il y a déjà du contenu en ligne, tu vois. Donc les premiers qui se sont abonnés, en tout cas, ils ont dû attendre que le contenu arrive. Et bah, c'était un soutien incroyable, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment cool comme démarche. Mais après, c'est des gens qui me font des retours sur chaque vidéo, qui me disent j'ai aimé ça, j'ai apprécié ça, tu vois. Et on construit ensemble. Donc il y a vraiment une interaction, hein. C'est pas je mets un truc et puis on passe à la prochaine vidéo. Et puis sous chaque vidéo, je mets un pavé, tu vois, je fais un récap de ce que j'ai montré. J'aborde aussi l'aspect théorique. Et donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux, en tout cas, pour proposer ma pédagogie, on va dire, aux gens qui peuvent pas venir au club. Ça marche. Pour avoir regardé un petit peu la plateforme et avoir vu tes cours, j'ai vu que tu as un programme que tu définis avec des thèmes, etc., comme attaquer la quadrupédie, l'arm drag, etc. Comment tu as une approche très systémique, on va dire, de l'enseignement. Comment tu... Euh, Systémique et très ciblé. J'ai une approche vraiment ciblée. C'est-à-dire, l'exemple que je donne à chaque fois, tu prends une garde de la Riva. Donc, techniquement, voilà, c'est une position. Tu regardes 20 combats de grappling. Il se peut que sur les 20 combats, personne n'engage cette position, que tu ne vois pas cette position. Parce qu'on choisit de l'engager, cette position. D'accord? Alors que la position quadrupédique, par exemple, à genoux. D'accord? Donc déjà, quand tu es à genoux, c'est-à-dire qu'il y a un adversaire qui est au-dessus de toi. Donc tu peux te retrouver dans les deux contextes. D'accord? C'est une position, quel que soit ton style de combat, ton apprentissage, tu te retrouveras dans cette position dans quasiment tous les combats. Tu regardes 20 combats de grappling, c'est impossible que tu ne vois pas de quadrupédie. D'accord? Et donc pour moi, ça, c'est ce que j'appelle les grandes lignes. C'est les positions dans lesquelles il faut être fort absolument, en fait, que tu le veuilles ou non, tu vois. Parce que c'est pas une position que tu décides d'engager. C'est une position dans laquelle tu vas te retrouver en attaque et en défense. Donc là, il faut être fort. Donc j'aborde les grandes lignes, et ensuite, autour des grandes lignes, pardon, j'aborde les spécificités de chacun. Et ça va plutôt se construire en fonction de leur morphologie, des points forts, de la souplesse, tu vois. C'est-à-dire, il y a une ligne vraiment qui donne le ton, quoi. Et ensuite, chacun va se diriger vers la technique ou les techniques qui leur conviendront le mieux. Et là, aujourd'hui, tu es encore au début de cette plateforme. Comme je disais, ça fait tout juste un mois que tu l'as lancé. Donc, je suppose que ça va encore évoluer, etc. Est-ce qu'il y a comment dire ça? Il y a des forfaits, des adhésions différentes pour les gens qui veulent y accéder? Il y a plusieurs types d'adhésions? Ouais, alors je vais rester sur une en fait. J'avais projet d'en faire plusieurs, et là je vais rester sur une parce que je me rends compte que j'aime bien interagir avec les gens. En D'accord. fait, au début, je voulais faire une adhésion où tu poses tes questions, je te réponds. Bon, après, je suis encore en mesure de répondre à tout le monde là, tu vois. Peut-être qu'après, je devrais, mais pour l'instant, je veux rester sur une seule adhésion où voilà, les gens posent des questions, j'arrive à leur répondre, et bah, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Je prends du plaisir aussi à le faire, donc j'ai des retours positifs, c'est hyper encourageant. Et est-ce que là, c'est possible avec la plateforme que quelqu'un t'envoie par exemple ces vidéos de compétition ou des choses comme ça et qui te demande Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, j'ai essayé de faire la technique. Est-ce que tu vois des corrections par rapport à ce que tu as montré? Alors ça, ça rentre justement dans la prise de décision. Quand tu crées ton projet, tu te dis je vais faire de l'analyse de sparring, mais en fait ça va dépendre du nombre de personnes qui te contactent pour ça, Mhm. tu vois. Donc pour l'instant je suis en mesure de le faire. Mhm. Maintenant, s'il y a trop de demandes, je ferai une formule adaptée à ceux qui veulent que j'analyse leur combat en compétition, leur sparring, et que voilà, je les, pas les coacher, mais que je dise en tout cas ce que j'ai constaté,
comme erreur ou comme chose que j'aurais fait différemment. Et ça permet à la personne d'avoir une autre approche. Parce que là, la plateforme Patreon te permet d'avoir plusieurs types de forfaits. Exactement. Ouais. Tu peux avoir plusieurs Donc à forfaits. l'avenir, tu pourrais peut-être penser, éventuellement, s'il y a trop de monde, dire un forfait gold, un forfait silver. Exactement. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains compétiteurs. Je sais que bon, moi, j'ai la chance d'être en région parisienne, mais il y en a qui sont dans des coins un peu plus reculés dans la France, tu vois, avec moins de clubs, moins de compétiteurs, etc., mais qui ont peut-être des ambitions et qui vont en compétition limite tout seul ou juste avec un copain, il n'y a pas de coach, et qui ont envie d'avoir justement un feedback que leur coach, peut-être, je sais pas, hein, je sais, peut-être que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais je sais qu'il y avait des époques, il y a des coins de France, il y a une seule salle, il y a 2 entraînements par semaine, le coach, c'est un ceinture bleue ou un ceinture violette, et toi, tu as des ambitions quand même, peut-être, même si tu viens de ce coin-là, de compétition nationale, et ton coach, voilà, il fait ce qu'il peut, il a peut-être un boulot à côté, et pouvoir bénéficier justement d'un expert comme toi, je me dis que ça peut être intéressant comme offre. Là, je te réfléchis à voix haute, hein, je te propose. Bien sûr. Bah, c'est l'objectif, écoute. Mais c'est ce que j'ai voulu faire au début. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'au début, je l'ai fait. Je l'ai fait, et puis ensuite, je l'ai enlevé, la formule, parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien interagir avec les gens. Donc, c'est-à-dire que je voulais interagir avec tout le monde, en fait. Ouais. Tu vois. Et Pas comme juste avec certains privilégiés. Exactement. Ouais. Et comme pour l'instant, je suis en mesure de le faire, parce que j'ai peut-être un peu plus de temps. Parce que c'est le début. C'est le début, c'est en train de prendre tranquillement. Bah du coup, je peux me permettre d'interagir avec tout le monde, tu vois. Mais comme je te dis, arrive à un moment où ça sera un peu plus compliqué, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça, parce que ça m'est déjà arrivé que des mecs qui s'entraînent quelque part en France, où voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs, il n'y a pas beaucoup de créneaux, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des conseils et que je me retrouve à faire une mini vidéo sur un détail à un mec que je connais pas, à un mec qui a pas payé, Ouais, tu vois, qui je est lui transmets. en dehors de direct. plateforme, genre il te DM sur Insta. C'est ça. Mais tu vois, ce qui est normal aussi, je pense, Ouais. faut être à l'écoute, tu vois. Imagine-toi, tu as un ado, il vient, il te pose une question, il va pas s'abonner, tu vois, il va pas prendre un abonnement. Tu peux être en mesure de lui répondre aussi, tu vois. Donc tant que tu peux le faire et que ça te coûte rien, faut le faire. Et puis ensuite, si ça devient une vraie activité, là, il va falloir catégoriser les services. Mais tu vois, ça, justement, on parlait tout à l'heure des compétitions, ta première compétition à Montrouge, à l'époque, comment c'était, etc. Comment maintenant, ça s'est beaucoup plus professionnalisé. Tu vois, tu sais à quelle heure tu vas être pesé, tu sais à quelle heure tu vas combattre, tu connais le nom des gens, etc. Pareil, ce que tu proposes là avec ta plateforme Patreon, à ton époque où tu commençais, c'était Flavio, quoi, ta source de connaissances. C'était Flavio pendant les cours. Pendant les cours, tu vois. Il y avait combien de créneaux par Tu semaine à vois, l'époque? t'en avais 3. Flavio, il montrait pas de technique sur Internet, mais Internet, c'était pas répandu comme aujourd'hui. Les vidéos, tu vois, tu trouvais pas des... Aujourd'hui, tu tapes n'importe quelle position, n'importe quel thème sportif, tu vas trouver une centaine de types hyper compétents qui te montrent leur système, tu vois. Enfin, hyper compétents ou non, parce que Oui. tu vois aussi pas mal de trucs... bon, il y en a qui veulent juste faire du contenu, Ouais. tu vois. Mais à l'époque, il fallait aller à l'entraînement. Il fallait trouver le moment où tu allais lui poser ta question, parce que c'est pareil, on était 60, 70. Il avait peut-être pas le temps de te consacrer 5 minutes. Tu vois, t'imagines, vous êtes 70, il te consacre 5 minutes, et qu'il consacre 5 minutes à... C'est même pas possible. Même dans la semaine, tu vois, c'est compliqué sur le temps de technique, en tout cas. Mais est-ce que toi, à ton époque, justement, tu devais pas résoudre tes problèmes un peu entre toi et tes copains en disant « Attends, j'ai ça qui me bloque, je vais me creuser la tête », alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on Bien sûr. a un peu plus le réflexe « Attends, je me fais toujours soumettre sur telle position » ou « Je me fais toujours... » Bien sûr. Et ça, d'ailleurs, je vais même te dire, ça peut être bien comme mauvais. Ok. Tu vois, t'as des trucs, genre, tu cherches une position, tu cherches un truc, tu le cherches, tu le trouves, ça te correspond. C'est dans les grandes lignes, ok? Et pour moi, il y a un truc qui est mauvais, c'est d'être fan de quelqu'un. Ou alors, Ah ouais, il faut être un bon fan. Ah, je vais développer. vas-y. C'est-à-dire que un jour, j'ai rencontré un jeune, enfin, j'allais dire un gamin, mais un petit jeune, il était fan de Gordon Ryan, Ok. tu vois? Alors, Gordon Ryan, pour recontextualiser, pour ceux qui ne suivent pas le grappling Je te laisse forcément, faire. c'est un peu l'équivalent de Léo Messi au foot ou Usain Bolt, c'est quelqu'un qui domine la compétition, on va dire. Voilà. Donc, t'es fan de Gordon Ryan, ok? Le jeune, Gordon Ryan, c'est son repère identificatoire. Il veut faire comme lui, il va avoir la même carrière, ok? Donc, du coup, bah, il va regarder les tutos, il va faire les mêmes techniques.
sauf qu'il a pas du tout la même morphologie. Gordon Ryan, je sais pas, il mesure combien, mais il est hyper grand. Il a des longs segments, d'accord. Le gars qui a une morphologie complètement différente. Il pourra jamais avoir le même style, tu vois. Moi, par exemple, si je veux faire du Gordon Ryan, c'est pas possible, physiquement. Je vais plutôt me dire, je fais du JT Torres ou du Marcelo Garcia. Enfin, me rapprocher des gens qui font à peu près la même taille que moi, la même morphologie. Tu as eu cette démarche de regarder, par exemple, des combats, comme tu dis, de Marcelo Garcia à l'époque, en disant ça ressemble un peu à ma morphologie à l'époque? Ben moi, à l'époque, je me suis inspiré de Marcelo Garcia. C'est mon combattant préféré, tu vois. Donc, bien sûr, je m'inspirais, mais c'était un hasard que ce soit lui. J'avais pas ce recul. Mhm. S'il avait pesé 120 kilos, j'aurais quand même été fan, tu Ouais. vois. Ou si Ce que je t'étais veux dire, longiligne, ou si t'étais longiligne, t'aurais quand même été fan aussi. Voilà. En fait, tu peux être fan de quelqu'un et te dire, ouais, je kiffe ce qu'il fait, je regarde vraiment, tu vois, il me passionne, il me fascine, ce qu'il fait, c'est génial. Mais il faut juste se dire, quand je vais travailler, je suis pas lui. Mhm. Je suis pas lui, donc ça sert à rien de faire la photocopie d'une personne. Tu n'es pas cette personne. T'as pas la même souplesse, t'as pas la même capacité, pas la même morphologie, tu vois. Donc pour moi, voilà, il faut développer son propre jeu. Maintenant, ils peuvent t'aider, bien sûr. Il y a des techniques, des positions qui sont universelles, comme la quadrupédie, tu vois. Mais de la quadrupédie, on n'aura pas tous les mêmes attaques, par exemple, parce qu'on n'a pas tous la même morpho. Puis pas tous les mêmes styles, pas tous la même approche, tu vois. Il y a plein de différences. Donc pour moi, être fan, c'est bien, mais être fan et vouloir recopier son combattant, ça peut être moins bien en fonction de ta morphologie. Et alors, si on reprend ce warning-là, entre guillemets, est-ce que tu dirais que écouter son coach, c'est bien, mais il faut aussi parfois savoir s'écouter et se dire, le coach, il me conseille ça, en combat par exemple, mais moi, je sens, tu vois, un petit côté instinct, je sens que c'est plus ça qui va marcher Mais pour moi. carrément, bien sûr. Bien sûr. Moi, des fois, j'ai des élèves qui m'appellent et qui me disent voilà, Mehdi, t'as montré ça comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que je le fais mieux comme ça. Mais je leur dis mais écoute-toi, exploite-le, tu vois, exploite ta technique là, mets-la en pratique. Et puis peut-être que dans 6 mois, tu vas te rendre compte que toi, c'est comme ça qu'il faut que tu la fasses. Mhm. Donc moi, j'encourage les gens justement à ne pas dire une technique, c'est universel et ça se fait comme ça. Ouais. Non, non. Technique, tu la fais en fonction de qui tu es. Tu la fais pas comme ton entraîneur te montre si vous avez 40 kilos d'écart et 30 centimètres d'écart. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et en combat, t'en penses quoi? Parce que tu vois, par exemple, en MMA, parce qu'en grappling, c'est rarement, bon, il y a des formats, c'est rarement par round, donc il y a rarement un feedback de ton coach au milieu du combat. En MMA, il y a un peu plus ça. Parfois, tu as des. Bon, je pourrais pas te citer d'exemple là comme ça tout de suite. Parfois, tu as des exemples où les coachs ils disent quelque chose, mais tu sens que le combattant il a une autre idée en tête et il va quand même le faire. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas. Parfois, il aurait dû écouter le coach. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Je pense que ça dépend du temps de travail que tu fais avec ton entraîneur. Ouais. Si ton entraîneur te connaît vraiment, vraiment bien, théoriquement, s'il te dit un truc que tu fais pas, il est en mesure de le voir tout de suite. Mhm. De voir que tu le ressens pas. Tu vois. Maintenant, c'est au coach de s'adapter. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, hein, si ton élève fait un truc et tu lui dis non, il le fait quand même, c'est à toi aussi de te remettre en question et de te dire attends, lui, il le ressent comme ça, peut-être qu'il va bien le faire. Tu vois. Alors, c'est et de l'adaptation, et c'est aussi une prise de risque, parce que peut-être ça va pas marcher, mais c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, c'est comme ça qu'on va évoluer. Euh, Personne va faire une carrière sportive, même à niveau débutant, hein, en faisant tout bien. C'est Ouais. les erreurs qui vont nous faire avancer, tu vois. Et puis finalement, à la fin, on dira ah, tu vois ce que tu as fait instinctivement, bon, c'était bien tenté, hein, mais t'as vu, on a pu voir que finalement, c'était pas adapté, tu vois. Donc, ouais, faut quand même laisser une place à l'instinct. Ok. Et ça t'est arrivé que un élève te surprenne justement, comme tu sais, comme toi tu voulais surprendre Flavio, que tu dis vas-y, fais ça, et lui il fait un truc qui surprend, qui marche. Non, Ah, ça t'est jamais arrivé? franchement, on m'écoute pas mal, Ok. tu vois. Et après, je les saoule avant. Je dis vraiment, tu m'écoutes. Si... En fait, il faut que l'élève comprenne que le coach, il a un œil extérieur. Tu vois, il est calme. Il a pas le cœur qui bat à 10 000 à l'heure. Il prend tu pas vois. de coups. Il a plus de recul. Tu vois. Et même visuellement, il voit des choses, il les voit d'une manière où toi, tu le ressens peut-être pas de cette manière-là. Tu vois. Et moi, par exemple, j'ai un pote tu vois, qui s'appelle Benjamin Bourbon, qui est Oui. coach également. Je kiffe quand il me coach. Tu vois, j'aime beaucoup quand il me coach. Et je fais confiance à 100%. Des fois, je ressens un truc, il me dit quelque chose, ou reste là, tente pas, et il me connaît tellement bien qu'il peut me dire même, je comprends une fraction de seconde qu'il sait
à quoi je pense et Mhm. qui me dit de ne pas le faire, Mhm. tu vois. Et je l'écoute. Je l'écoute. Et le seul risque que je prends, c'est vraiment si je suis sûr de moi, mais à 100%. Donc on est dans ma zone de confort. On est dans ma spéciale, Mhm. tu vois. Il me dit de ne pas le faire, mais là, par contre, c'est trop mon truc. Ouais. Faut que j'y aille, tu vois. Et là, théoriquement, tu te connais. Ouais. Donc, tu te trompes rarement. Enfin, au début, tu te trompes sur les premières Oui. compétitions. Mais quand tu te connais, ça arrive plus ce genre d'erreur. Ouais. Donc c'est important ouais, d'avoir justement cette bonne relation-là avec coach, coaché. Ouais, bien sûr, et c'est important de s'écouter aussi. De s'écouter, de communiquer, tu vois. T'as des gens qui pensent avoir la méthode universelle. Tu vois, parfois, moi, je parle avec des gens et ils te disent Des des athlètes trucs. ou des coachs? Des athlètes et des Des- coachs. Ah, les deux. Ouais. Et ils ont un point de vue et tu sens que on reviendra pas dessus. Tu vois. Mais le gars, il a raison dans le fond. Tu vois. Le gros problème, c'est qu'il a raison par rapport, encore une fois, à son expérience, à un contexte qui le concerne lui. Tu vois. Mais le travail de coach, c'est pas montrer aux gens ce que tu fais toi. C'est Hmm. s'adapter au mieux pour que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. Donc c'est pas tant ce que tu es capable de toute la quantité que tu es capable de délivrer, toute la quantité de connaissances que tu es capable de Bien livrer, sûr. mais c'est sur la performance entre guillemets Je vais te de donner tes un actes. exemple. J'ai des élèves. Il y a des gens qui viennent me voir, par exemple, aujourd'hui, ils me disent je m'inscris avec toi parce que j'ai envie de faire des guillotines. Tu vois. Je leur dis mais non, attends, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas ton truc et que tu as un truc où ta morphologie va te permettre, je sais pas, d'être un super leg locker. Tu vas pouvoir attaquer les pieds, mais comme personne n'attaque, avec ta souplesse et tout. Tu vois. Euh, j'ai des élèves qui s'entraînent avec moi depuis 10 ans, ils ont pas du tout le même jeu que moi. Et ben là, pour moi, j'ai fait du bon boulot. Parce que je ne leur ai pas enseigné ce que je faisais. Je leur ai enseigné des choses et j'ai fait au mieux pour que ces personnes puissent prendre ce qu'il y a à prendre, euh, mais surtout prendre ce qu'il y a de mieux. Tu as révélé leur potentiel entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens, je dis, bon, bah, ouais, t'aimes bien les guillotines, ok, très bien, mais ta morphologie, ton jeu, tu vois, t'as des facilités dans d'autres aspects techniques que je te conseille d'exploiter, je vais t'aider, Mhm. tu vois. Et parfois même, ça m'arrive de faire appel à des intervenants, tu vois. De contacter quelqu'un en disant ouais, toi tu as des longs segments, bah, j'aimerais bien savoir ton ressenti sur telle ou telle attaque, telle ou telle soumission, parce que moi justement ma morpho me permet pas d'avoir ton ressenti, donc je voudrais avoir ton retour pour pouvoir mieux coacher mes élèves et avoir des petits trucs. C'est sans fin. Mais ce que je veux dire, c'est que je te dirais rarement écoute, c'est comme ça et pas autrement. Et t'as des gens, quand ils te montrent un truc, c'est très figé, tu vois. Donc voilà, en tout cas, c'est la manière dont j'essaye d'aborder l'enseignement en me disant je m'adapte par rapport à mes élèves et j'ai pas une méthode qui est la bonne. Mhm. Je Je vois. fais de mon mieux, mais voilà, je fais juste de mon mieux. Ok. Et si si tu avais un conseil à donner à la future génération, pas forcément dans le grappling, hein, juste par ton expérience justement avec ta passion d'investissement, de comment se fixer ses objectifs, etc. Si tu avais un conseil pour quelqu'un un jeune qui vient te voir, qui dit écoute Mehdi, moi j'aimerais ma passion c'est quelque chose. J'aimerais en vivre de ça, j'aimerais devenir fort, comme tu disais, je sens que je peux devenir fort, j'aimerais devenir fort, mon objectif c'est ça. J'aimerais en vivre, j'aimerais ensuite enseigner plus tard. Ce serait toi que tes conseils pour quelqu'un qui commence? C'est une responsabilité de répondre à cette question, parce que tu as envie de dire à la personne, mais vas-y, fonce, fonce, crois en toi. Ce que je t'ai dit au début, Flavio m'a permis de pas me mettre de limites, en tout cas d'aller plus loin que les limites que je m'étais fixées, tu vois. Mais à la fois, tu connais pas le potentiel de la personne, tu vois. Donc je pense qu'il faut lui dire dès le début, tente le coup, mais prépare un petit plan B quand même, tu vois. Te mets pas à 100% là-dedans, parce que tu te mets à 100% dans le sport, demain t'as une blessure, c'est terminé, tu vois. Et tu peux pas tout miser sur un truc qui est pas sûr. Moi, par exemple, je me suis déjà payé des blessures qui m'ont immobilisé pendant plusieurs mois, Ouais. tu vois. Bon, bah, c'est embêtant. Et puis, quand tu es immobilisé plusieurs mois, à la fin, tu reviens pas tout de suite. Non, il va falloir du temps pour revenir à ton top niveau, tu vois. Il va falloir du temps et de la motivation, du courage aussi, de l'envie, tu vois. Faut la conserver, l'envie. C'est pas tout le monde qui va réussir à conserver l'envie d'aller loin de la même manière.
C'est énormément de sacrifices dans ta jeunesse. Tu vois, t'es invité à un anniversaire, un truc et tout. Euh, moi, je te parle pour moi, par Oui, exemple. bien sûr. Au début, j'y allais en me disant, bon, allez, tranquille, je vais boire de l'eau, tu vois, je vais manger light et tout. Bon, moi, j'ai jamais réussi à faire ça. T'arrives, il y a de la bouffe, tu kiffes. T'es là, tout le monde est en train de se marrer, et toi, t'es là comme un con. Et au bout d'un moment, moi, j'ai compris, ok, en fait, faut pas que j'y aille. Tu vois, parce que sinon, j'arrive pas. Une fois sur place, je suis vulnérable. Tu vois, je vais céder, je Ouais. vais manger, je vais boire du sucre, tu vois. Je vais faire tout ce que je dois pas faire. Je vais me coucher tard, tu vois. Et donc, c'est énormément de sacrifices, tu vois, que ce soit dans ton alimentation, dans ta vie sociale. Tu vois, tu vas faire beaucoup, beaucoup moins de choses, on va dire, socialement. Je pense, hein, c'est mon point de vue, hein. Bien Attention. sûr. Je pense que tu feras beaucoup moins de choses socialement pour réussir et atteindre tes objectifs. Beaucoup de sacrifices qui sont obligatoires. En fait. Parce que tu peux pas gérer ton poids, tu peux pas te coucher tôt tout le temps. Enfin, c'est hyper dur de se dire, j'ai une ligne de conduite et je m'y tiens. Franchement, moi j'ai un respect immense pour les gens qui arrivent à faire ça, tu vois. Mais moi, pour ma part, en tout cas, j'ai pas réussi. Et même en ayant essayé, tu vois, bah, c'était énormément de sacrifices. Donc voilà, prendre toutes ces choses en compte. Les blessures, attention, les blessures, ça met pas un frein, hein, ça met un stop. Parfois, ça met un stop. Tu vois. Les sacrifices physiques, parce qu'il faut revenir d'une blessure, peut-être que tu vas t'en repayer une autre. Moi, j'ai eu 4 opérations, tu vois. C'est chiant, c'est éprouvant physiquement, tu vois, et même mentalement. Chaque opération. Bah, par exemple, ma dernière opération, j'ai pas combattu en compétition. Je me suis fait une rupture du biceps en plein combat. Je crois que ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans. Bah, tu vois, ça m'a saoulé. Tu vois, je me suis fait opérer 2 3 jours après. J'avais des trucs à faire qui étaient prévus dans ma vie, quoi, normal, comme tout le monde, tu vois. Et ben, ça chamboule tout, en fait. Pourquoi? Pour un combat qui me rapportait quoi, au final? Combat de grappling en France, c'est pas payé, tu vois. Donc voilà, prendre toutes ces choses en compte et se dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et est-ce que je suis prêt à faire tous ces sacrifices? Et là, justement, quand tu parlais de blessures, que ça peut sortir, etc., juste par anecdote, est-ce que tu as connu des gens, justement, à ton époque, etc., qui avaient un gros potentiel et qui ont arrêté, justement, suite à une blessure ou un Mais chose comme bien ça? sûr, bien sûr. T'as des gens qui se font opérer et qui n'ont pas la force de revenir. Ou t'en as qui se font opérer et, je sais pas, ils prennent 20 30 kilos juste après. Et après, il n'y a plus la force. Après, leur objectif, c'est juste de perdre. Ouais, Tu vois, c'est pas facile de perdre du poids aujourd'hui. ouais. Quand t'as pris autant, aussi vite, tu vois. Surtout si à côté t'as des soucis, on parle pas de la vie, je sais pas comment vivent les gens. Mais moi, j'ai vu des gens, en tout cas, prendre du poids et se dire, c'est fini, je peux plus, tu vois. Ou une blessure qui te démotive. Et tu te dis, attends, c'est bon, j'ai perdu 6 9 mois, parce que je me suis fait opérer des ligaments, ou je sais pas, du genou, tu vois. Et j'ai pas 6 9 mois à perdre, en fait, pour un loisir. Quand... Tu vois, j'ai un pote qui s'entraînait avec moi, il construisait une maison, il construisait lui-même sa maison, tu vois. Et il s'est blessé au genou et il devait se faire opérer. T'imagines le truc de ouf? Et ben, il a arrêté le grappling. Parce que s'il faisait pas de sport, ça allait. Tu vois, ça pouvait aller, il pouvait continuer. Mais par contre, s'il faisait du sport, s'il bougeait et tout, c'était instable. Et ben, il a arrêté. On lui a parlé d'opération, il a tout arrêté. Il a jamais repris jusqu'à aujourd'hui. Et il kiffait grave. Il était grave fort. Il avait du potentiel et tout. Pas d'objectif de compétition, Ouais. mais il avait le potentiel et il avait surtout la possibilité de kiffer ses entraînements pendant longtemps. Tu Ouais. vois. Et ça a mis un frein. Mais des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Bah, surtout, nous, à notre échelle encore, c'est pas comme au foot où tu vois, tu perds peut-être potentiellement beaucoup d'argent parce que Voilà, tu as un gros potentiel. Mais nous, c'est aussi un style de vie, on va dire, entre guillemets, que tu changes, en fait, comme tu dis. C'est exactement. quelqu'un qui kiffe ça. Et c'est fou de se dire que ça se joue à pas grand-chose, en fait. Pas du tout. Faux mouvement à l'entraînement, un truc comme Bien ça. sûr. Et ça, ouais, toi, au final, c'est ton premier conseil que tu donnerais à quelqu'un Ouais. qui veut tout donner, etc. C'est quand même de prendre conscience des risques et des sacrifices qu'il y Avoir a. un plan B, pas Ouais, tout miser bien là-dessus, sûr. et prendre conscience des sacrifices. C'est les 2 conseils que je donnerais. Et comment savoir, ok, maintenant, il faut que je passe au plan B. Bah, Si par c'est pas la exemple, blessure. bah déjà financièrement, hein, tu vois bien, tu vois vite si tu t'en sors ou pas. Tu vois, puis ensuite, les blessures. Mais t'en as qui se blessent beaucoup, t'en as qui se blessent beaucoup moins. Tu vois, tu vas vite te rendre compte dans ton activité physique si t'as le potentiel d'aller loin ou non. Tu vois. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le grappling,
en France en tout cas, même si tu as le potentiel d'aller loin, est-ce qu'il y a un grappleur qui vit du grappling en France? Je parle pas de l'enseignement. Sans enseigner, je veux dire. Ouais. Je pense pas. Je pense pas non plus. Mais est-ce que ça va pas évoluer? Si, bah, j'espère quand même Ouais. que ça évoluera, bien sûr. Je le souhaite, j'espère vraiment même. Mais actuellement, en tout cas, si tu mises tout sur faire carrière et gagner ma vie en faisant gagner ta vie, pardon, en faisant des combats, non, là, je te décourage, hein, je te dis direct. Je te décourage. Je pense, si on parle vraiment que de grappling, de JB, etc., il faudrait s'expatrier, peut-être. Donc si tu... Et encore, je sais même pas, parce que tu vas te rendre compte que le niveau, il est incroyable, et puis il y a toujours le facteur blessure, Oui, comment tu vas gagner ta vie, tu vois. Donc finalement, même en partant dans un autre pays, je suis même pas sûr que ça paye. Regarde, il y a combien de pratiquants de MMA en France? Amateurs et professionnels, je crois. je sais pas. Bon, je saurais pas non plus, mais je vais te dire. Je sais qu'au Il y en a énormément. au Jiu-Jitsu brésilien, on est 15 000, j'avais vu, adhérents. Voilà. La Combien dernière qui fois. en vivent? À part les enseignants, pas beaucoup. Hein. Par les enseignants. Et combien qui en vivent sans enseigner? Alors là, tu vois. MMA, c'est pareil, je pense. Eh ben, c'est ce que j'allais te dire en MMA. Aujourd'hui, cite-moi 15 combattants qui vivent pleinement du MMA en tant qu'athlète. Alors peut-être il y en a, hein, je sais pas. Hein. Mais moi, les 15, je les visualise pas en tout cas. Ouais, Après, j'ai pas été vérifier les salaires de chacun. bien sûr. Mais quand j'entends qu'à l'UFC, t'es à 12-12, que tu combats en moyenne 2 fois par an, et que bah, t'as les impôts qui sautent, t'as ton management qui saute, tu te retrouves avec quoi en fait? Tu vois, c'est hyper compliqué. En fait, c'est Donc, juste... il faut gagner vraiment beaucoup en fait pour pouvoir justement payer tes impôts, payer tes coachs, payer ton management et qu'il te reste suffisamment pour vivre. Il faut gagner vraiment beaucoup. En fait, ouais, c'est un peu une élite qui, eux, peut bien vivre, etc. Mais dès que tu es en dessous de, je sais pas, comme tu dis, top 10, même pas, je sais pas quel chiffre exactement mettre, tu vis vraiment pas bien du tout dans bien ce sûr. sport-là. Bien sûr. Et puis, attention, tu as aussi le facteur de la personne, le facteur notoriété, je veux te dire. C'est vrai qu'il y a ça aussi qui joue. Tu vois, aujourd'hui, tu peux avoir un mec qui est hyper fort, il fait pas de com, on parle pas trop, il gagne. Comment il s'appelle le 77 à l'UFC Rakhmonov. Oui. Tu vois, moi je suis tous les jours sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe et tout, je le vois jamais sur les réseaux. Pourtant, il est à 17-0, je crois. Ouais, il est super fort, ouais. Il est à 17-0, je le vois jamais. Tu vois. Alors, je sais pas si c'est vraiment parce que je le suis pas ou quoi que je vois pas ce qu'il fait, Ouais. mais moi je vois pas ce qu'il fait. Je pense que quelqu'un qui suit pas le MMA, c'est pas qui c'est Rakhmonov. Exactement. Pourtant, tu vois, il est à 17-0 et. C'est un super prospect, ouais. C'est un combattant à suivre, tu vois. Et en France, t'as des amateurs, mais qui gagnent, je suis sûr, ils gagnent bien leur vie du MMA en combattant amateur, tu vois. Donc c'est une histoire de notoriété. Le jeune amateur, tu vois, qui est bonne ambiance, les gens ont envie de le suivre, donc il a des sponsors et tout, tu vois. Bien sûr, ça peut marcher. Mais tu vois, donc on ramène d'autres facteurs Que la performance que sportive. l'aspect, exactement, performance sportive, tu vois. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Tu vois, c'est génial si le gars a tout, s'il est fort, et en plus il se vend bien, Oui. il attire les sponsors et tout. C'est génial. Mais c'est combien? Il y en a combien? Non, c'est clair. Tu vois. Et si tu fais des statistiques, que je peux pas te faire du coup, parce que Mhm. j'ai pas les chiffres, mais j'aimerais bien savoir, il y a combien de licenciés en MMA en France, tu vois, et combien en vivent? Eh ben, je t'assure que statistiquement, je suis pas sûr que ce soit vraiment encourageant. Mais tu penses que, je sais pas, dans quelques années, ça peut devenir un peu comme le judo, tu vois, en France, ou un truc comme ça, où au final, il y a quand même des mecs que les gens connaissent pas trop, mais qui vivent quand même de ça? Je sais pas, mais j'espère. Ouais. Parce que c'est un sport qui est vraiment dur, en plus, pour Bah. le coup, tu vois. Et j'espère et je le souhaite pour les combattants et les futurs combattants de MMA. Mais actuellement, en tout cas, quand t'es pas trop connu, que tu te vends pas trop ou que t'es pas trop fort, là, vraiment, je vois personne qui en vit. Pour moi, là, ceux qui en vivent, c'est ou ceux qui sont très forts ou ceux qui se vendent très bien. Et ça reste une minorité par rapport au nombre d'adhérents. Donc au final, Je recommande pas du tout de se dire je vais devenir combattant de MMA. Bon, alors je fais pas rêver, hein, effectivement. mais c'est pas un truc que je recommanderais, quoi. Tu Ouais. vois. Genre si ton fils il vient te voir, il dit je veux faire ça, Mais jamais de la vie. Mais n'importe qui, mes élèves, n'importe qui. Jamais non, arrête tes bêtises. t'es en train de briser des rêves là, Mehdi. Non, en fait, je suis pas en train de. Je regarde les chiffres, hein, c'est tout. Ouais, bien sûr. Tu vois, je suis pas en train de. Et c'est que mon point de vue.
Il y en a plein qui vont tenter et qui vont réussir. Mais de mon point de vue, quand tu mets le nombre de licenciés, le nombre de combattants qui en vivent, moi, je trouve ça décourageant. Ouais. C'est décourageant. Enfin, moi, ça me décourage, en tout cas. Donc, je dirais pas à quelqu'un de miser sur... oui, je suis le 1% de toute cette sphère. Mhm. Alors, je me demande si, en tant que coach, tu le sens, tu vois, le jour où tu rencontres ce potentiel-là. Je me demande, tu vois, vraiment de zéro. Tu vois, je prends un exemple que tout le monde connaît, mais par exemple, Conor McGregor, dès le début, il a toujours été un peu dans le show, avant même qu'il gagne le titre, etc. Il a toujours un peu cette personnalité, etc. Et je me demande si, en tant que coach, tu t'es dit, il y a un mec qui vient à la salle, tu dis, lui, il est différent. Il y en a combien des mecs qui ont cette personnalité? Tu sais, c'est comme les gens disent, je regarde le documentaire de Conor et c'est inspirant. Le mec, il est là avec les factures, il dit j'arrive pas à payer, tu vois. Il s'entraîne tous les jours. Mais en fait, il a le même parcours que tout le monde, hein. Tous les combattants de MMA ont débuté par des combats où ils ont gagné que dalle. Enfin, la plupart, hein. Ils s'entraînaient tous les jours, voire 2-3 fois par jour. Ils avaient tous des factures. Mais comme ils s'entraînaient, ils pouvaient pas les payer, ou alors ils sont obligés de faire des petits boulots à côté pour payer. Je crois qu'il y a eu beaucoup de combattants dans des situations précaires, en tout cas, qui n'ont pas été favorisés pour faire carrière. Tu vois, donc moi, je trouve pas ça inspirant, en fait. Je trouve pas ça inspirant, je trouve que c'est un combattant parmi tant d'autres. Tu vois, moi, j'aimerais bien voir, actuellement, voilà, tu prends tous ceux qui sont à l'UFC actuellement, et tu leur dis combien t'as été payé ton premier combat, dans quelle situation financière tu étais. Et financière, sociale, tu vois. Mais il y en a à l'UFC, d'ailleurs, la plupart, je crois qu'ils sont à 12-12, de toute façon. Enfin, après, ça monte avec le temps. Mais alors, je saurais pas te dire les chiffres non plus, tu vois. Mais ça veut dire que même à l'UFC, il y en a énormément qui n'en vivent pas, C'est fou, quand même. tu vois. Donc, je me dis, les personnalités atypiques, ouais, pas suffisant. Je sais pas si tu les détectes. Ok. Merci de donner un peu de... Je suis désolé hein, pour warning. ceux que j'ai découragés. Ce n'est que mon point de vue. Attention, hein. Venez quand même vous entraîner au KFBC. Allez vous entraîner, où que ce soit. Prenez du plaisir. Voilà, c'est ça que je voudrais faire passer comme message. Merci Mehdi. Alors, si on veut te suivre un peu sur ton actualité, savoir apprendre un peu de tes enseignements, etc., où est-ce qu'on peut... Tu tapes Mehdi Othman sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu me trouves, et il y a toutes les infos. Ok, Il n'y a pas merci. plus simple. Merci beaucoup Mehdi. Merci pour l'invitation.